Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Question existentielle pour mon ami Jerry ou encore Mr. White. Est-ce que vous avez l'application de McDo? Oui. Oui. OK. Vous savez qu'il y a deux applications? Je l'ai, oui, je l'ai. Il y a l'application US et l'application canadienne. C'est deux. Moi, j'ai les deux. Si vous allez au US, malheureusement, il y a des gens qui m'ont dit comment est-ce que je fais pour avoir l'application McDo? Ça vous prend un compte. Peut-être que sur Android, c'est moins complexe, là, mais sur Apple, c'est vraiment des choses par territoire. Donc, vous devez avoir un compte de votre Apple, pas tant de choses là, pour aller chercher des apps. Là. Vous devez avoir un compte US avec une carte US. Donc, c'est le côté un peu plate, mais écoute, il doit y avoir un moyen de hacker ça, c'est sûr. Vous savez que les points que vous avez quand vous prenez un café ou que vous prenez n'importe quoi chez McDo, ils s'accumulent. Puis, regarde, moi, j'ai perdu le 1er mars, j'ai perdu des points à Québec. Ils m'ont envoyé un email me dire si tu ne prends pas tes points le 1er mars, tu les perds. J'ai perdu une affaire comme 5000 points. Sérieux, j'ai été 24 heures viré à l'envers. Mais ça, c'est brillant, là. C'est brillant de faire ça, pareil. Oui, c'est brillant. C'est brillant. Puis, bon, la chose que je remarque avec la différence entre les deux applications, c'est d'abord le nombre de promos qui n'a rien à voir du côté canadien et US, un versus l'autre, c'est incroyable. Et aussi, le nombre de points que tu accumules et qu'est-ce que tu peux avoir pour ton nombre de points. Donc ça, c'est... Mais quand même, c'est mieux qu'une claque sur la gueule, même si je dirais que l'application canadienne n'est pas aussi généreuse. Mais ce que je veux vous dire, le point important, c'est qu'effectivement, il y a une... J'ai pas vu aux US, je ne sais pas si aux US, j'ai pas eu de message encore, mais je sais qu'au Canada, il y a une date de fin. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu passes tes points à l'intérieur d'une certaine période. Je veux juste saluer... Ils ne savent pas c'est qui. Ils ne savent pas c'est qui, mais... il y a quelqu'un aux États-Unis en ce moment qui a dans son application de McDo 1 370 044 points McDo en ce moment. Voyons donc. Ils ne savent pas c'est qui, mais ils ont juste dit on veut juste te dire que tu es celui qui a le plus de points avec l'app McDo de toutes les États-Unis. Donc, cette personne-là accumule depuis le début, sûrement. Non, mais je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en cours de route, s'il n'en prend pas, il en perd. Ben oui, parce que là, moi, j'en ai. Là, moi, je vais perdre 1670 points le 1er avril. Voilà. Mais donc, est-ce que c'est chercher quelque chose, une petite patate ou quelque chose? Ouais, mais est-ce que la perte de points, c'est juste ici ou c'est aux États-Unis aussi? Ben, c'est ça que je sais pas, parce que j'ai... Écoute, il faudrait que je... Mais gars, moi, j'ai juste un petit message à McDo US. D'après moi, vous avez été hacké. Ça se peut pas tout. Voyons donc. Criff. Parce que même si le gars, je sais pas, moi, le gars, il s'occupe d'une équipe de soccer. Une équipe de football. Ouais, une équipe de football. Puis à chaque semaine. C'est ça, c'est Trump. À chaque semaine, à chaque vendredi, il va chercher, je sais pas, moi, 30 trios. Il peut pas monter ça pareil, là. C'est impossible, là. Oubliez ça, là. Oubliez ça. D'après moi, il y a un Chinois quelque part qui s'amuse avec l'application ou un gars de la Corée du Nord. Est-ce qu'il mange gratis, ça, c'est sûr? C'est sûr qu'il mange gratis. Bon, je veux saluer Alexandra Lavoie qu'on a eue la semaine passée, il y a quoi, 2 semaines peut-être? Oui. Alexandra de Rebel News. Alexandra, on l'adore. C'est une fille qui a peur de rien, en passant. C'est une fille qui a peur de rien. T'sais, moi, quand elle nous a raconté, elle a fait de la TV. Elle ne parlait pas anglais. Pas beaucoup. Ouais. Elle parlait anglais, mais pas assez pour travailler en anglais comme elle le fait actuellement. Elle a encore un accent, puis elle n'est pas parfaitement bilingue. Elle recule devant rien. C'est une fille qui voyage, que peu importe ce qu'il y a, elle le dit, là, qu'elle voulait aller dans des places bien dangereuses. Puis c'est ça qui fait que cette fille-là a peur de rien. Parce qu'en plus, elle nous l'a raconté, elle a un problème d'oreille. Donc, elle a un problème, elle n'entend pas bien d'une oreille ou deux, je ne sais pas trop, je ne me rappelle plus ce qu'elle nous avait dit en détail. Mais une chose est sûre, c'est que ce problème-là lui donne un problème à communiquer et à bien parler. OK? Et malgré ça, là, elle a passé par-dessus ça. Et elle est ce qu'elle est. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration en fait, si elle a été choisie
par Rebel News. Il y en a qui se disent pourquoi c'est elle qui est là? Ben non. C'est parce qu'elle a peur de rien. Mais nous autres, on l'a reçu, puis on le sait qu'elle a peur de rien parce qu'elle a voyagé, puis elle n'a pas voyagé dans des pays faciles. Elle est allée dans des pays d'Afrique, elle est allée en Asie, elle est allée dans des endroits qui l'ont amenée à avoir des situations où il fallait qu'elle n'ait pas peur, là, justement. Ah oui. Donc, je veux saluer Alexandra, que vous pouvez suivre sur X ou encore aller directement sur le site de Rebel News. Souvent, c'est elle qui va vous donner bien du stock parce qu'elle affronte un peu tout le monde. Et hier, elle a mis le vidéo que j'ai réécouté. Je vais vous le dire, je l'ai écouté ce matin. Ben, je l'ai vu ce matin. Je l'ai réécouté 3 fois pour essayer de voir le ton, de voir comment tu sais, des fois, en écrivant des choses, des fois, on peut avoir un ton qui est comme dur à percevoir. Puis même, et des fois, même quand les gens parlent, tu te dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Voici le premier ministre du Canada qui fait... Vous savez qu'il y a 7 premiers ministres au Canada, dans les provinces, qui ne veulent plus rien savoir de la taxe du carbone. Là, ils disent, là, vous ne pouvez plus, là. Vous ne pouvez plus augmenter la taxe du carbone. Le Québec joue une genre de game là-dedans. C'est comme si nous autres, c'est là pour l'éternité. Nous, il n'y a pas de débat là-dessus. Il n'y a personne qui trouve que c'est bien grave. Bof! Tu sais, appauvrir les Québécois, c'est dans la culture québécoise. Donc, on ne me remet pas ça en question. Il n'y a pas un journaliste qui soulève le point. C'est comme s'il n'y en avait pas, d'ailleurs. On a comme le feeling que, eux autres, on sait bien, ils ont une taxe de carbone fédérale, mais nous, on n'en a pas. Ben oui, on en a une. On a une provinciale qui est vissée pour l'éternité et qui n'arrêtera pas d'augmenter. Puis contrairement aux autres provinces, nous autres, on ne se questionne jamais à savoir si ça change de quoi. Puis on n'a jamais personne qui défend le contribuable puis le citoyen, qui est de plus en plus pauvre. Les citoyens se chicanent dans des fils pour aller chercher de la bouffe gratis. Ça se tape sa gueule. OK? Mm-hmm. Donc, on peut-tu vous le dire qu'il n'y a pas de place pour aucune augmentation de taxes nulle part? Là? Mais le Québec lui suppose pas de question de main. Au Canada, ça brasse, ça. Au Canada, ça brasse, ça. Vraiment. Là. Même, je suis un peu mal pour... Bon, on sait ce que François Legault est, là, puis on sait ce que la CAQ est, puis on sait ce que le Québec est, même au complet. Mais les 2 autres, je ne sais pas c'est quelle province, mais il m'a dit de quoi. Si je faisais partie de ces provinces-là... Je trouverais que mon premier ministre, il y a 2 doigts dans le nez. Là, voyons, il y a 7 premiers ministres sur 10 qui sont en guerre contre Trudeau sur l'augmentation, sur la bourse du carbone en général, mais spécifiquement sur l'augmentation qui s'en vient là. Et Trudeau leur répond. Écoutez bien ça, là. OK? Écoutez bien la patente, là. Puis, je veux juste vous rappeler qu'on nous dit... à chaque fois là, qu'on peut, on est dans une démocratie. Oui. On est... Puis tu sais, il y a un paquet d'affaires, un genre de mirage dans lequel on est. Puis là, tu t'écoutes ça, tu dis, OK, finalement, on est-tu vraiment dans une démocratie? Écoutez bien Trudeau, OK? On the decision by the government of Saskatchewan to not pay its taxes to the federal government. As we've seen from a few different premiers, you can use the notwithstanding clause to opt out of basic charter rights of Canadians. I think it's a bad idea, but a number of people are doing it. You can opt out of the Charter of Rights and Freedoms by using the notwithstanding clause. But you can't opt out of the Federation. You can't opt out of Canada. We are a country of laws. We're a country of rules and responsibilities, and it's evolved over 150 plus years to be this extraordinarily successful country we have, and we expect people to obey the law. That's what governments expect of their citizens. That's what citizens should expect of their governments. OK. Wow. Lui, il est sérieux. Lui, il est sérieux dans son affaire. Lui, il a fait ça, puis c'est des liners qu'on lui a donnés. C'est un bon acteur. OK, il n'a jamais pensé à dire ça de même. C'est quelqu'un qui a donné, qui a dit, tu t'en vas lire ça, tu l'apprends par cœur, tu le joues, tu fais...
Tu es un acteur qui n'a jamais gagné une scène comme acteur, mais on sait que tu as été à l'école, puis tu es capable, tu as déjà même voulu être prof. Ah ouais, play the game. Là, tu te dis, OK. Là, je l'ai regardé 2-3 fois, la vidéo. Je me suis dit, OK, le gars comprend probablement pas ce qu'il est en train de dire, mais moi, je comprends ce que celui qui l'a écrit veut dire. Et ça, c'est une tendance qu'on a depuis le régime de Trudeau. Tu sais, on pensait au début que c'était un gars drôle. Là. Il se met des bas bizarres. C'est comme un enfant qui va... Tu sais, il était sur le bord de se mettre des genres d'oreilles de Mickey. C'est un genre de personnage drôle. Ah, il est cute, il fait différent, il est jeune, il a des bas colorés. Il est vraiment... Mais il n'est pas drôle, lui. Lui, il n'est pas drôle. Là. Le Canada de Trudeau, c'est un Canada bizarre. Là. Et on l'a vu pendant la COVID. Et là, maintenant, pour la bourse du carbone et les changements climatiques, le climat, ce sera la même affaire. Là. Lui, quand il... Le discours qu'il vient... Je comprends que les gens ne veulent pas qu'on utilise les termes durs comme totalitaire et d'autres termes proches de celui-là. Vous avez raison, OK? Si on compare à un vrai pays totalitaire, on n'est pas là. Mais c'est ce genre de discours... Ça n'arrive pas... Je suis tannant. Avec la fille qui s'est sauvée via la Chine de la Corée du Nord puis qui fait des conférences partout aux États-Unis puis qui nous raconte... C'est une jeune, là. Comment ses parents... Comment les gens qui ont vécu le changement de régime en Corée du Nord puis le fait qu'ils sont maintenant isolés du reste du monde puis qu'ils se font dire un paquet d'affaires. C'est arrivé à cuillère, là. Ça n'arrive pas overnight. Ça arrive par des petits gestes que tu te rends pas compte parce qu'ils sont tellement doux. C'est comme monter une côte qu'on appelle un faux plat. Ouais. Tu penses pas que tu montes, mais tu montes pendant 4000 de temps. C'est ça. C'est quand tu redescends que tu dis « OK, j'ai monté pendant quasiment 2 heures de temps, là. » Oh oui, ça descend, ça montait. C'est juste que tu le voyais pas à l'œil. C'est un peu un genre de faux plat comme ça que je vous dis. Je vous dis pas qu'on est rendu là, on n'est pas... Mais la Corée du Nord et ces pays-là, oui, il y a eu des révolutions qui sont passées overnight, mais il y a des endroits où c'est arrivé graduellement, très, très lentement. Puis à un moment donné, tu te rends compte que, oh, wow, qu'est-ce qui vient d'arriver? Aucune idée. C'est un long processus, puis ça a tellement été long qu'on ne peut pas le briser parce que c'est là où on est rendu. Ce genre de discours-là, c'est un peu ça. Là. C'est une forme de gouvernement, parce que c'est tout à l'inverse. Ce qu'il vient de dire, là, c'est tout à l'inverse. Si le Canada, je vous le dis, là, si le Canada, là, c'est ce qu'il vient de dire, là, je suis souverainiste. Là. Je veux pas être avec la gang de communistes qui mènent le PQ et tous les partis souverainistes, là, mais je vais me trouver un moyen d'être souverain. Là. Je veux pas avoir un genre de patron qui enlève toute la démocratie. Excusez-moi, là. En principe, je sais qu'on n'est pas les États-Unis d'Amérique. Je sais qu'on n'est pas 10 pays dans un pays. Je comprends ça. Mais la Fédération canadienne, c'est pas supposé d'être un genre de dictateur en haut, puis les provinces subissent tout ce que le gars dit. Non, c'est pas le même que ça marche, ça. C'est pas ça. Une fédération, là, c'est aller voir la description de ce qu'est une fédération. Une fédération, c'est pas ça, là. Une fédération, ça échange, ça négocie, c'est des partenaires, là. C'est pas moi, je suis en haut, puis c'est moi qui mène, puis toi, tu vas dire ce que je te dis de faire. Ben, c'est le Canada de Trudeau, ça. Une fédération, là, c'est un État souverain composé de plusieurs entités autonomes. Voilà. C'est ça, une fédération. C'est ça, une fédération. Et quand... Bon, il est arrivé la COVID, il est arrivé les histoires des camions. Il est arrivé un paquet d'affaires, puis on a vu dans le comportement de Trudeau des choses qu'on n'avait jamais vues d'un leader canadien. OK? Quelqu'un qui a divisé, quelqu'un qui a accusé, quelqu'un qui a menacé, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses. Puis on s'est dit peut-être qu'avec l'histoire qui est arrivée, il a perdu la pédale, les pédales, le gars il a eu peur, il s'est allé se cacher dans un chalet, il a eu sa séparation en même temps. On essaie de comprendre ce qui arrive. Moi, de souvenir, c'est la première fois que j'ai vu un PM du Canada avoir peur du monde, du peuple. Trudeau, il a eu peur du peuple pour vrai. Là. Pour vrai.
Moi, j'ai jamais vu ça, moi. C'est-à-dire, un PM du Canada qui a peur du monde, là, c'est une première. Hein. Puis j'étais probablement, puis tu sais, on essaie toujours de... Il y a des mots qu'on essaie. Moi, il y a les mots extrêmes, des fois, je trouve qu'on les utilise tellement qu'ils deviennent à perdre leur sens. Il y a des mots qu'il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui vont comparer telle affaire avec Hitler, les nazis. J'ai toujours peur de ces mots très lourds qu'on se sert trop souvent, puis qu'on oublie le contexte dans lequel ces mots-là ont été créés. Puis là, tu te dis, mais voyons, on me semble qu'on déboule vite avec les étiquettes. Moi, j'aime pas recevoir des étiquettes, mais j'aime pas qu'on étiquette trop non plus. Mais, crif! Tu sais, je me le suis dit pendant l'histoire de Trudeau. Écoute, je me suis dit, c'est la situation, le gars, il est en train de l'échapper bien raide, mais à un moment donné, il va retomber sur ses pattes. Il va s'excuser. Il va demander pardon. Il va commencer à être fin, puis il va dire, écoutez, je veux unir tous les Canadiens ensemble. Non. Depuis la COVID, ce gars-là est toujours en guerre contre des ennemis en face de lui. Et c'est la raison pourquoi, tu sais, Poilievre est bon, là. Mais je veux dire, pas si bon que ça pour dominer autant. Là. La raison, c'est que Trudeau est en train de se faire détester par tout le monde. Et la raison pourquoi il se fait détester par tout le monde, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas agir de même. Là. Tu peux pas dire, nous autres, non, c'est moi qui décide, puis toi, ben, t'endures, puis tu appliques les lois, puis si t'es pas content, regarde, va-t'en dans ton coin, puis tourne-toi, puis ta gueule. OK? C'est pas de même que ça marche. Une fédération, c'est pas comme ça que ça marche. Mais c'est le pays maintenant. C'est pour ça que Trudeau doit être dehors. Et c'est pour ça, puis ma conclusion, c'est celle-là. C'est pour ça que vous ne pouvez plus voter pour le Bloc québécois. Ben, je sais que les pirates ne votent pas Bloc québécois, mais vous avez votre père et votre mère qui vont voter pour le Bloc. Vous avez votre frère qui va voter pour le Bloc. Dans des régions qui n'ont rien à voir avec le Bloc. Le Bloc, c'est maintenant un parti de pinkos montréalais, bandé sur l'extrême gauche et les changements climatiques. Ça n'a rien à voir avec les régions. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui a un chalet, un 4 roues, un F-150. Arrêtez ça, là. Vous avez un parti politique qui est main dans la main avec le Parlement, pas avec le Parlement, mais avec le parti de Justin Trudeau, qui est un parti hyper douteux. Je n'irai pas jusque... Je les ai lus, les commentaires suite à cette vidéo-là. C'est une forme de totalitarisme, etc. Moi, je ne vais pas là. Je ne vais pas utiliser ces termes-là. Mais sérieux, là, si on continue à chaque jour de donner un coup de vis, dans 5 ans, 10 ans, on va être où? À un moment donné, il faut que ça finisse. Donc, si vous voulez que ça finisse, pas les pirates, mais les gens autour de vous, là, si vous voulez que ça finisse, on ne peut pas se rembourser avec 29-35 députés encore du Bloc québécois à la prochaine patente. Ces gens-là, ce sont des partenaires de Trudeau. Là. Ce sont des gens qui ont appuyé Trudeau tout le long. Ils ont attaqué les camions. Chaque fois, sur la bourse du carbone, ils sont 200% avec Trudeau. Là. Le Bloc québécois, c'est la continuité du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau. Puis avant, là, même si... Moi, j'ai voté une fois... C'est pas vrai, je n'étais même pas là. Mais j'ai été pro-Bloc une fois, là, quand il a été formé, parce que mon père était là avec la gang à Lucien. Puis ça devait être pour 4 ans, OK? J'étais pas là, je restais aux États-Unis à ce moment-là, donc j'ai même pas voté pour mon père. Mais j'étais avec mon père, j'étais avec lui, puis je comprenais cette gang de conservateurs nationalistes-là qui avaient défroqué du parti de puis s'en allait là pour... Mais regardez pourquoi il y allait, puis regardez ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est maintenant le temps de finir ça. Là. On a manqué de finir ça. Il y a quelques années, on a manqué de finir le Bloc. Là. Mais malheureusement, il est revenu. Avec un gars un peu douteux en plus, il est revenu. Là. Mais là, c'est le temps de finir ça. Là. C'est le temps de mettre une fin à ça. Il faut retrouver, même si vous dites « Ah, moi, je suis nationaliste, je veux me séparer d'Ottawa. » Non. Premièrement, ça n'arrivera pas. Donc, il faut mettre ça dans les meilleures conditions possibles. Le Canada de Trudeau, ça ne marche pas pantoute. Là. Le Canada de Trudeau, c'est un pays qui devient de plus en plus autoritaire. Tiens, je vais prendre ce mot-là. Je pense que c'est quand même assez dur,
mais en même temps, on n'est pas vers l'autre encore, mais il devient de plus en plus autoritaire. La manière qu'il s'est exprimé face aux gens des 7 provinces qui en ont plein le cul de la taxe sur le carbone, la manière qu'il a parlé à ces gens-là, puis aux gens qui les représentent, qui sont les élus, les premiers ministres de ce monde-là, bien, il y a une forme de... Il y a un gars autoritaire dans le discours et qui nous a montré ce côté-là pendant la COVID, qui nous a montré ça pendant qu'il est arrivé des gens pour manifester puis qui voulaient retrouver leurs droits, etc., puis qui se sont arrêtés sur 2-3 bizarres pour être sûr d'essayer d'étiqueter tout le monde dans la gang qui était là. On pensait que c'était passager, ça ne l'est pas. Les gens qui les appuient en ce moment, le NPD est un peu douteux, il va chercher des petites affaires ici et là, mais le plus surprenant de ça, c'est que le Parti québécois, le Bloc québécois, qui devait être un parti qui était toujours en train de défendre nos intérêts, des affaires de base, là, comme on veut de moins en moins un gouvernement fédéral qui mène, on veut de plus en plus d'autonomie, etc. Mais non, ce que Trudeau vous montre dans ce vidéo-là, c'est le contraire. C'est qu'il y aura de moins en moins d'autonomie pour les provinces. Ben, c'est l'allié du Bloc québécois, ce parti-là. C'est ça. C'est ça, patente, là. Alors que les gens... Écoute, c'est rendu Duhem qui est le capitaine de l'autonomie. Moi, je ne suis pas un fédéraliste, parce que, effectivement, je trouve que les provinces ont pas assez d'autonomie par rapport à ce que le deal du début. J'aimerais ça que les provinces soient... J'ai peur un peu du Québec, là, parce qu'on a une gang de progressistes intenses, quasiment à la limite du grand socialisme. Mais, somme toute, peu importe dans quelle fédération on est, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, on veut avoir le plus de contrôle sur nos choses possibles. Et ça, c'est n'importe quel peuple au monde fait ça. Mais là, c'est pas ce qu'on a. C'est pas ce qu'on a. C'est qu'on a quelqu'un de plus en plus autoritaire qui veut nous enlever de plus en plus d'autonomie. Et il est appuyé par un parti qui est là pour défendre l'autonomie et en gagner pour le Québec. Excusez-moi, là. La gang du Bloc québécois, c'est une maudite gang de bizarres, là. Donc, vous avez du travail à faire. Parce que faut donner un coup de barre au fédéral. On réglera le cas de la CAQ plus tard, là. Mais on a une opportunité dans quelques mois, dans 1 an à peu près, de régler le cas du Canada pour retrouver une certaine quiétude, un peu plus paisible, un peu moins de division, un peu moins de chicane, un peu moins d'enragés, un peu moins d'extrémistes sur le climat, sur un paquet d'affaires. Donc, on a une opportunité là. Mais j'ai comme l'impression que le village gaulois, comme les péquistes l'appellent, comme ils sont comme contents, va encore manquer une opportunité d'embarquer dans la patente. Vous savez, quand vous êtes dans le bloc, foutez rien. Là. Vous amenez rien au Québec, foutez rien. Donc, c'est un moment, vous avez une job. Vous avez une job de... Vous ne pouvez pas mettre le couteau sur la gorge de votre frère ou de vos parents, mais... Tu sais, des fois, on a comme tendance à plus se parler. On a comme tendance à ne pas vouloir se chicaner. On a comme tendance à vouloir pas parler de ces affaires-là et faire semblant que ça n'existe pas, juste pour avoir la paix et avoir un beau souper. Mais de temps en temps, pour le futur de nos petits-enfants, on pense parce que ce sont vos parents, mais pourquoi, c'est peut-être des discussions qu'il faut avoir. Là. Pourquoi voter bloc? Il doit y avoir une raison. Là. Il y a une raison, c'est sûr. C'est sûr qu'il doit y avoir une raison. On pouvait la comprendre avant. Je pouvais la comprendre. Sérieux, je pouvais la comprendre. Les péquistes se sentaient bien avec le bloc là-bas. OK. Ouais, mais là, les péquistes, ils n'ont jamais été équipe avec les libéraux fédéraux. Là. Non. Et là, maintenant, c'est ça. Là. C'est ça. Donc, là, vous devez comprendre ce bout-là. Là. Vous avez un parti qui est en équipe avec les libéraux de Trudeau. Là. Imaginez-vous comment... moi, je pense à mon père. Non, c'est incroyable. Mon père dirait, mais voyons, le connaissant, je sais comment il rentrait dans les bureaux. Là. Il allait voir Agnès Matin, il allait voir... Lui, le fédéral, il disait, Chris, ils veulent tout contrôler, ils veulent nous mener par le bout du nez. Tu fais équipe avec Trudeau? Ah non, mon père capoterait de ça. Sérieux, mon père capoterait bien raide. Hey, on fait une pause, on vient. Gilles Parent et Stand-By sur le Prime et sur le Live également. On est jeudi, on lance le week-end avec l'aubergiste un peu plus tard. Radiopirate.com.
Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. On a Gilles Parent dans le Prime et Gilles Parent dans le Prime et le Live. Et le Prime et le Live, habituellement, ce qu'on fait avec Gilles, c'est qu'on fait le tour, depuis sa dernière visite, des sujets d'actualité. Il y a le budget, il y a... On fait tout ce qui n'était pas prévu. Oui, effectivement. Donc, budget, tu veux me parler du TGV, tu veux me parler d'Haïti. Regarde, je te laisse aller avec tout ce que tu as jasé, ce qui est passé au cours des derniers jours. Écoute, on va jaser ensemble. Puis évidemment, ma problématique, quand je m'en viens ici, je sais très bien, je n'écoute pas tout le temps, puis je sais très bien que vous battez l'actualité, puis vous en parlez, c'est normal. Mais je me dis peut-être que ma vision, c'est ça qui est le choc des visions, c'est ça qui est le fun. Ce que Jerry pense, c'est pas toujours la même chose que Jeff. Puis c'est drôle. Je vais te faire un aveu avant de commencer qui est lié à notre travail ensemble, Jeff. Je suis surpris de voir au fil de, ça fait plus qu'un an qu'on est régulièrement ensemble, qu'on n'est pas si loin que ça. On n'est pas pareil. On n'a pas la même vision tout le temps, puis on n'a pas les mêmes opinions tout le temps, mais on n'est pas si loin que ça. Au départ, les gens disaient hey, ça va être un méchant clash. Je pense que le clash était pire quand on était à choix, tous les deux. Je pense Oui. Peut-être parce qu'on a vieilli, j'ai peut-être ramolli, de toute évidence, ma blonde. Moi, j'ai peut-être. Je suis plus sage. J'ai ramolli. Il y avait le double sens, évidemment, c'était trop facile. On est peut-être plus sage, mais Jeff, entre autres, ça paraît, là. Oui, je suis plus sage, mais toi, t'es plus vers nous aussi. Moi, je suis allé plus de. Mais c'est pas qu'on ramollit, c'est qu'on comprend plus d'affaires. Oui, puis t'as eu des claques à la gueule, moi aussi. Fait que des fois, ça te donne le goût de. Tu sais, que je t'écoutais tantôt dans ton introduction, puis tu disais, je veux être tempéré. Ça veut pas dire d'être plate, ça. C'est juste de mesurer les mots, l'impact. On a vécu. Moi, je pense que ça compte. Ça vient forger notre personnalité, ça, ce qu'on a vécu. Parce que c'est des moments où c'était plus tough avec Marie-Claude parce que il y a eu des problèmes administratifs, des mises en. Toutes sortes de maudites cochonneries qui font que tu es dans le stress puis tout, puis en même temps. Fait que tout ça accumulé, ça. Ah oui, tu relatives un peu plus. C'est la beauté de vieillir, on va se le dire. T'es obligé de relativiser tout le temps. On est moins au gaz d'avion que, mettons, à 30 ans ou à 35 ans, puis qu'on est campé sur nos positions de comment on pense. C'est quoi le terme anglais, le mélo, je sais pas trop quoi, là, mais on vient plus on est plus posé, mais en même temps, moi, je veux dire, ma base philosophique de mes valeurs, ma fondation est encore là. Mais je veux dire, il y a bien des affaires que, il y a des choses que probablement que j'ai faites il y a 15 ans que je ferais de manière différente, c'est clair. Je veux dire, mais j'arriverai au même point, pareil. Comme tu me dis, j'arriverai au même point. C'est souvent la forme qui change avec le temps. Mais toi, je te sens. Puis, je te dirais que ça arrive aux politiciens qui arrêtent. Ça arrive à beaucoup de communicateurs qui arrêtent. Ça arrive à beaucoup de gens qui ont une indépendance. J'ai eu cette semaine Christian Dufault. Ben oui. Puis je l'adore. Christian Dufault est excellent. C'est une bête, je l'ai dit, là, c'est une bête de podcast. C'est fait pour lui. Puis, avec le temps, il est toujours Christian Dufault. Il y a pas mais son évolution liée à le fait que son chum est mort subitement, son indépendance financière, probablement. Le fait qu'il est rendu à 72 ans, puis il sait que ça achève, puis que là, que si tu n'es pas de bonne humeur, est-ce que je dis, tu n'es pas de bonne humeur, c'est tout. Non, c'est toi qui m'appelles, c'est ce qu'il va dire à Radcan. Vous m'appelez, moi, je vais y aller. Il aime ça. C'est une maladie, notre affaire. Penses-tu, Jeff, que tu n'auras pas une opinion à 68 ans quand tu vas voir les politiciens? Tu vas avoir une opinion. C'est Jerry, jamais de votre vie, ça va changer. Le fait d'analyser, de critiquer, mais pas juste critiquer négativement, mais de voir. Écoute, c'est vrai, tout ça est vrai. Je trouve que c'est un beau bagage. C'est pas plate, au contraire. Sauf qu'on est peut-être plus mesuré au lieu de... Puis des fois, on a un petit côté provocateur, plus grand, plus jeune. Je pense que ça va avec l'âge aussi. Tu sais, le côté 20 ans, on est un peu foufou. Surtout, on ne mesure pas les conséquences. Moi, je trouve que c'est la différence fondamentale. Tu le vois avec tes enfants, c'est la même chose. Mais je trouve qu'il y a deux périodes de la vie où tu es de même. Oui. La jeunesse où tu n'as peur de rien. No fear, là, en anglais. Tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de peur de rien. Zéro. Donc, ça, c'est mettons, souvent, c'est avant que les enfants arrivent. Parce que quand les enfants arrivent, tu as une famille, tu as comme. Responsabilité, mon Jeff. Tu as des responsabilités, c'est ça. Là. Tu dis, oh non, je suis pareil comme avant, mais c'est parce que tu te rends pas compte qu'en arrière, ça compute à chaque fois que tu fais quelque chose, parce que là, tu sais que tu as à subvenir à des besoins. Par après, les enfants grandissent, ils s'en vont, tu es financièrement un peu mieux arrangé, la retraite, etc.
Ouais. Tu reviens un peu comme la personne de 20-30 ans. T'es plus wise, t'es plus sage, t'as plus de connaissances, mais t'es libre. Moi, je pense que... Puis, tu sais, c'est souvent relié. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, les gens riches, ce que j'apprécie d'eux autres, en fait, je partais pour dire quasiment la jalousie, mais ça n'est pas. C'est pas leur jet privé. C'est le fait qu'ils sont tellement riches qu'ils sont carrément libres de dire ce qu'ils veulent. Puis la retraite fait un peu ça. Tu sais, Christian, j'écoutais la semaine passée, puis on a parlé un peu en dehors des ondes aussi. C'est ça que je sens. C'est que lui, aujourd'hui, il dit, moi, le gars, je suis plus là pour faire plaisir à personne. Ça, c'est une belle fin de vie, ça. Oui. Ah oui. Ben, je sens, un peu à la Christian Dufour, c'est un peu ce que je sens de toi. Tu n'as pas de retenue de dire, moi, j'ai voté pour la CAQ, puis Éric Duhem, je ne suis pas prêt à voter pour lui. Puis probablement que, je pense que ce que j'ai compris entre les lignes, c'est que tu as changé pendant la campagne, les affaires que tu as ton déplaît, puis ton déplu, puis tu as changé ton fusil d'épaule. Complètement, mais en même temps, il y a deux façons de le voir. Quand quelqu'un change d'idée, tu peux le voir comme étant quelqu'un qui évolue ou quelqu'un qui n'a pas de principe, qui est tout croche. Fait que à partir de là, on peut toujours déplaire, parce que quelqu'un peut dire « Ah, ce style-là, il change d'idée », ou encore « Ah, il a écouté, il a lu, puis il a changé d'idée. » Fait que c'est parfait. Moi, je trouve ça parfait qu'on puisse faire ça. Mais moi, j'aime pas quand tu es jamais sur les idées. J'aime pas ça, moi. Moi, je vois jamais ça comme quelqu'un qui est achetable ou quelqu'un qui est vervant. Non, changer d'idée. C'est sûr que si tu passes, mettons, de Poilièvre, je comprends, c'est pas ça, on peut pas faire. Mettons, j'aime Poilièvre, mais là, à partir de demain, j'aime GND. Là, tu te dis, voyons, es-tu mêlé, lui? Ça, c'est une autre game, mais je veux dire, de passer de un à l'autre, c'est plus une question de sagesse. Puis aussi de s'arrêter et de dire, regarde, je pensais que j'étais correct là, puis finalement, j'étais complètement dans le champ. C'est plus l'autre qui... Mais ça, c'est l'expérience qui fait ça. Mais en tout cas, regarde, c'est un plaisir, puis c'est le fun de se dire, c'est niaiseux, mais moi, je dis... Il y en a qui m'ont demandé pourquoi tu fais ça. Je dis, parce que d'abord, j'aime ça. Je fais de la radio, mais sur un autre, tu sais, c'est pas sur du hertzien, puis c'est pas ça, mais c'est la même affaire. On fait de la communication ensemble, d'une part. D'autre part, tous les contacts que j'ai eus, toutes les informations que j'ai eues dans ma vie, tout ce que j'ai recherché, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai échangé, tout ce que j'ai partagé avec les auditeurs et auditrices, je suis content de pouvoir mettre ça à profit puis pouvoir parler. C'est ça qui m'intéresse. Il faut le comprendre. C'est une maladie qu'on a jusqu'à notre mort. C'est un cancer du plaisir de communiquer. Ça n'arrêtera pas. Je sais que ça n'arrêtera pas. Puis ma blonde, elle me dit, je te vois plus heureux parce que je vois que tu es content, tu vois ton jeudi s'en venir, telle affaire. Puis quand c'est partagé, ce plaisir-là, c'est le fun. Les auditeurs, puis des auditeurs m'ont dit, d'un début, il y en a qui trouvaient ça et ils se disaient, ça va... Est-ce que Gilles, il va être obligé de s'adapter? Je m'adapte à rien. Là. Jeff, il me prend comme je suis. Mais en même temps, je m'adapte à mon environnement. Moi-même, les gens ont senti que j'avais changé. Mais ça m'est arrivé une couple de fois de dire carrément, moi, je ne suis pas d'accord avec vous, voici pourquoi. Puis c'est correct. Sinon... c'est ce qu'on veut. Non, que toi-même. Oui, puis en même temps, on comprend qu'il y a une communauté d'intérêt. C'est normal. On se retrouve dans des communautés d'intérêt. Regarde, je vais commencer sur l'analyse de la semaine. Tu vas voir... Je vais dire ma perception sur le budget. Je ne veux pas donner tout le détail. C'est pas ça, pas en tout qui m'intéresse. Je veux juste vous dire pourquoi quel élément dans le budget du Québec cette semaine m'a frappé puis m'a amené à dire, voici l'événement qui nous prouve que la déroute est complète. Alors, quel est cet élément-là? Quelle est cette chimère qu'on pourrait appeler un mirage extraordinaire? 2 milliards d'économies de prévues en rendant la fonction publique plus efficace. Là, j'ai dit à partir de c'est fini, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. Pensez-y. Ça veut dire que ça, tu crois zéro non, à ça. Impossible. Pour moi, d'abord, 2 milliards, Jeff, c'est 2000 millions. Oui. Tu peux pas tasser une personne sans la payer. C'est impossible, c'est de même au Québec. Il n'y a pas un employé de l'État qui peut... Michel Hébert en a assez parlé, il faut rendre encore hommage à notre ami Michel. Tu peux pas. Au contraire. Ils vont même tabletter du monde. Là. Fait, on s'entend-tu que... Comment une entreprise fait pour être plus efficace? Elle va demander, première affaire, plus de productivité. Je n'invente rien. Là. Soyez plus efficace. Au lieu de faire 4 patentes jusqu'à midi, essayez donc d'en faire 5. Au total, ça va en faire plus. On comprend? C'est ça. Mais dans la fonction publique, comment tu fais ça, économiser 2 milliards avec le même monde, les mêmes conditions et qui viennent d'avoir des... En fait, non, pas c'est zéro, ça arrivera zéro, c'est pas vrai. Fait que moi, je me dis, quand tu pars avec ça, puis tu nous dis ça de façon candide et ouverte, je me dis, non, c'est une blague, là. On sait tous
réingénierie de l'État. Ça vous dit quelque chose? Bon. C'est impossible. C'est impossible. Puis je ne suis pas négatif. C'est impossible. Mais pourquoi vous le dites? Et là, avec tout ce... on n'aura jamais la chance d'oublier tout ce qui s'est fait comme sottise en 2023-2024, l'affaire des Kings, l'affaire des salaires, tout ça est... Puis l'effet d'avoir donné la caisse au complet aux enseignants puis aux gens de la santé, tout le monde, peut-être est d'une valeur qui est tellement importante pour le monde, tu dis, il méritait. La suite qui s'en vient avec la SQ, avec la SAC, puis tous les autres, l'effet d'entraînement. Finalement, quand tu regardes le budget, tu dis, OK, parfait, là, on paye. Dans le fond, le vrai mot, c'est ce qui a amené la première fois où on a vraiment ri, Jeff, du premier ministre Legault. On verra. Tu te rappelles de ça? Ça y a collé aux fesses en tabarouette. On verra. Quand tu posais les questions, vous allez faire quoi avec ça? On verra. Tu parles d'une façon de gérer en disant on verra, on va s'ajuster. Mais là, c'est pas mal, on verra aussi. On repousse à 2000. Ils se font des lois pour dire on va montrer l'importance d'avoir un équilibre budgétaire, puis la loi l'enchasse, donc on n'a pas le choix. Mais là, on pousse ça à 29,30. Fait qu'ils ont dit, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire 29,30? Ça va-tu être la CAQ qui va être là à 29? Non! Je peux vous annoncer que ça ne sera pas eux autres. Mais est-ce qu'ils vont être eux autres, ils vont dire à 29,30, on peut pas, mais on ramasse les déboires de la CAQ. Parce que hier, pour essayer de faire passer son 11 milliards, n'oubliez pas une chose. L'autre affaire d'abord, le mot au-dessus de ce qu'on dit, Jeff, il faudrait avoir une grosse lumière comme dans un bar qui marque crédibilité et clignote. Il l'a échappé. Elle est partie, la crédibilité, pour multiples raisons. Fait que, tu sais, on a de la misère. On est sur la défensive quand on arrive avec le M. Legault qui parle. Hier, il commence à sortir les vieux budgets puis les vieilles décisions de Parizeau. On remonte 15, 20, 30 ans. Il y en a qui étaient pires que nous autres. On peut-tu gérer une compagnie puis avancer puis être moderne, Jeff, en disant ça a déjà été pire? Oui. Seigneur, qui ne peut pas dire ça? N'importe quel pays, n'importe quelle nation, n'importe quelle ville, il peut dire ça. Ça a déjà été pire. On va refouiller là-dedans puis trouvez-moi quelque chose qui était pire que nous autres. Mais derrière ça, nous autres, on s'en fout de ce que M. D'abord, Legault, crédibilité, et c'est tough aussi. Mais au milieu de décembre 2023, sais-tu que c'est 4 mois, ça? On nous dit, on s'enligne, donc prévision de M. Hey, en passant, le ministre des Finances et le premier ministre, c'est des comptables. Ça va bien? Non, ils n'ont pas le contrôle de patente. On disait que des médecins, ça ne valait pas rien non plus, parce que les médecins ne connaissent rien, puis des comptables ne connaissent rien aussi. Donc, décembre, prévision, 3 milliards de dettes. 4 mois plus tard, 11 milliards. Le vrai chiffre va être combien, tu penses? Ah, c'est plus que ça, c'est sûr que le principe, moi, je pense que le vrai chiffre, ça va finir aux alentours de 14-15. Pas de crime de bon sens. Non, mais c'est parce qu'ils vont regarder les dernières années depuis la COVID. Ils nous disaient, on va perdre 2. Finalement, on perdait 4,6. C'était comme plus que le double. Moi, je ne veux pas dire que ça va être le double, mais je pense qu'on va avoir un 3, 4, 5 de plus. Là. Et si on veut être... j'allais dire ironique plus que ça, sarcastique même pas, c'est plus que ça. Tragique. Là, il faut que je dise tragique. Voici des faits. Parce que là, quand le premier ministre Legault nous dit... j'entendais des chroniqueurs, j'ai été surpris d'entendre certains chroniqueurs pour qui j'ai beaucoup de respect dire le jour du budget, « Ah non, mais on a entendu M. Legault, il assume. » Il assume. Le lendemain, il a sorti des études de 82, 87 pour essayer de trouver des pires que lui. C'est pas assumé, ça. Non, ça veut dire que ça me prend quelqu'un qui est pire que moi pour montrer que je suis pas si pire que ça. Mais ça, c'est pas... Si tu assumes vraiment, tu dis, écoutez, on considère... Mettons que tu es Legault, là, tu vas assumer pas vrai, tu dis, nous, on considère que je vais te le dire tel que les faits sont, il ne l'aurait jamais dit comme ça, mais on considère que l'éducation, c'est ce qui est fondamental d'une société. C'est très large, mais c'est pas faux. C'est vraiment important. On le voit, tous les pays, toutes les nations où il n'y a aucune éducation, aucune instruction, tu ne peux pas sortir de la misère aussi facilement. La preuve, c'est que ceux qui s'en sortent, ils sortent de leur pays, puis ils ont de la chance d'avoir de l'aide, puis d'étudier ailleurs, puis ils finissent par pouvoir être des gens de la diaspora qui peuvent aider peut-être. Fait que là, dans le fond, c'est ça, le Legault aurait pu dire, la seule façon de s'en sortir, c'est d'investir dans l'éducation et dans la santé qui est tellement importante. Parfait, c'est ce qu'ils ont fait. Puis en même temps, il voit ça ce qu'il n'aurait pas dit, mais qui est la réalité, en même temps, on était tellement impopulaire, le public était tellement derrière les syndiqués qu'on n'avait pas le choix de faire quelque chose, de dire, prenez donc ce que vous voulez, ça ressemble à ça pareil. Parce que du 30-35 %, là, c'est du stock en tabarouette, puis tu payes tout le temps avec intérêt, puis c'est du monde qui ont des pensions indexées. Comment tu penses que ça coûte, ça? Une fortune. On n'a rien de ça. Une fortune. Parce que quand tu dis, Jeff, ça va finir comment? Il faut tout rentrer ça aussi. Oui. Job garanti, indexé. Il
Il n'y a pas grand monde que ça dans ceux qui nous entendent à indexer des pensions indexées. Je ne suis pas jaloux. C'est un système qu'on a choisi, mais il faut savoir ce que ça coûte. C'est pas de ça qu'on parle. Ah, c'est pas sexy, c'est pas parler de ça, pas du tout. Voici des faits qui, à côté de ça, ce sont des vrais faits. Le déficit de l'investissement infrastructure au Québec est de près de 40 milliards. 40 milliards qu'il faudrait mettre pour mettre ça un peu droit. Ça non plus, j'y crois pas. Ben non, c'est bien plus que ça. C'est bien plus, Jeff. Ça, c'est quoi ça? C'est des routes? C'est quoi ça? C'est tout. Des écoles, des hôpitaux. cégeps, tout ce qui appartient à l'État. Et d'ailleurs, en passant, mon fils m'a posé une question, puis je voulais vous en parler là-dessus. Il me disait comment ça se fait qu'on peut emprunter à ce point-là? Ben, je disais, c'est parce que on le voit pas, puis c'est pas pour défendre le gouvernement du tout, mais une des choses importantes qui fait que des provinces comme le Québec et l'Ontario au Canada sont capables de plus emprunter que les autres, c'est parce qu'ils ont des valeurs. J'ai dit, c'est un peu comme dans la vie. Quand tu arrives pour emprunter, as-tu une maison, as-tu un salaire? Ça te prend quelque chose. Il paye l'intérêt, il ne paye jamais de capital. C'est ça, exactement. Puis il se base, il dit, c'est quoi les valeurs? Je te dis, toutes les bâtisses du gouvernement, tous les barrages, les routes, on n'en parle pas. Tu ne vas pas à l'épicerie avec un viaduc, mais nous, dans les faits... Oublie pas nous. Non, les esclaves, c'est vrai. Oui. Tu as du monde qui t'amène de l'eau au moulin de 150 milliards par année et plus. Oui, puis qui paye. C'est ça. Il me posait la question, mais c'est ça qu'on imprime de l'argent, puis on peut toujours emprunter. Mais c'est parce qu'il y a des valeurs. Je suis pas en train de dire que tu peux faire ce que tu veux, mais le gouvernement nous dit quasiment ça. On peut, nous autres, pas de problème. 11 milliards. Mais je t'annonce que la plus grosse valeur, c'est vraiment nous. Parce que demain matin, on s'en va. Complètement. Je suis d'accord. Il y a des barrages, il y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles. Puis le gouvernement s'en va, il dit ouais, on vient de perdre 4 millions de personnes. Ça va voir les banquiers pour aller chercher 50 milliards. Ça va être non. Ça va être non. Ben non, tu as parfaitement raison. Alors, quels sont les problèmes actuels? Les écoles. Là, c'est des faits. Ça a été fait parce que des études ont été faites. Ils ont dit, récentes, là, pour dire, on est où là-dedans? Qu'est-ce qu'on a à faire? Ça tombe-tu en morceaux? L'impression qu'on a, c'est que ça tombe en morceaux. On n'est pas complètement fou. 56 de toutes les écoles au Québec sont en mauvais état. 65 près de 70 des cégeps. On ne parle jamais des cégeps, mais on est allé au cégep. Puis d'après moi, si je retournais au cégep Sainte-Foy où je suis allé, je pense que ça n'a pas changé. Non. Peut-être la salle Albert Rousseau, je parle de cégep Sainte-Foy. Moi, je suis allé là. Il y en a qui sont allés à Limoilou au Québec. D'autres sont allés les Villosons, peu importe. Fait que 70 à peu près des cégeps sont en mauvais état et au moins 30 de ces 70-là sont en très mauvais état. OK? Mais je n'ai pas entendu parler. Et après ça, 44 des routes sont en très mauvais état ou en mauvais état. Alors, avant que le budget arrive, Jeff, qu'est-ce qu'on disait, nous autres, la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a un mois? Un problème national canadien, puis un problème québécois, un problème que tout le monde vit, l'habitation. Le manque de logement. On est d'accord? La réalité, c'est quoi? Un autre fait, 860 000 logements pour équilibrer le marché d'ici 2030. Alors, moi, je me dis, le budget du Québec, c'est sûr qu'il va y avoir une incitation, qu'ils vont donner un congé de taxes comme l'Ontario l'a fait. Jeff en a parlé avec raison la semaine dernière. L'Ontario, M. Ford est allé là-dedans. TVQ, la taxe de vente ontarienne qu'on a retirée pour la construction. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget, Jeff, pour stimuler la construction? Zéro. Bien, c'est moi qui est cave. C'est la priorité nationale. C'est le plus gros problème qui amène les SDF. C'est ça qui amène tous les problèmes sociaux. Puis en plus, il y a 20-25 ans, on a désinstitutionnalisé, c'était dur à dire, tout ce qui s'appelle les asiles puis les endroits. On a tout mis le monde dans la rue puis ils vont s'arranger. Saint-Michel-Archange est vide, là. C'est ça. Alors, crime, je m'excuse, mais c'était et c'est encore un problème fondamental parce que, Jeff, si tu veux construire, tu le sais, tu connais assez de monde dans la construction, c'est 1 an et demi, 2 ans. Fait que à chaque fois que tu prends une décision que tu mets un programme, ça va prendre 1 an et demi, 2 ans. Ça, si tu commences maintenant. Fait que, tu sais, on le voit bien là, que 2030, c'est impensable. Oublie ça. Oublie ça. Et l'autre affaire, j'ai parlé à mon chum de Rico, que tu connais bien, Martin de Rico, il dit, le problème, Gilles, c'est qu'on veut nous avoir, tout le monde avec raison, ils ont raison. Ils disent, nous autres, moi, ma fille, il y a 5 ans, elle est allée à un 3,5, ça coûtait 900, là, c'est rendu 1300. Mais c'est parce que tu vas à l'épicerie, tu fais tout a monté. Fait que la réalité, c'est qu'ils nous disent, faites-nous donc des portes pour des 3,5 dans du neuf ou du rénové. Ben, c'est une autre affaire, la rénovation, on pourra en parler. Moi, j'étais propriétaire de bloc, puis que je voyais comment c'était compliqué quand tu rénovais, puis tu peux pas faire d'éviction. Probablement que je peinturerais seulement, moi aussi. Ben oui. Le système est fait de même. C'est fait de même. C'est ça. Le système est fait de même. Jeff, quand tu fais du neuf, Martin me disait, en bas de 1500$, la porte, c'est quasiment impossible. Tu peux pas arriver.
Avec le financement et le coût de la construction, tu ne peux pas arriver. Puis tout, les frères Trudel l'ont dit, là. Ah oui, Ils l'ont dit, ils étaient avec Poilievre, ils ont dit toute la démarche, toutes les histoires de règles, de permis sur parce que les autres sont dans des appartements de béton, donc un peu comme ton frère était. Il dit on est rendu à 2000, 2500 pièces par mois, mais sur ce 2000-là, il y a 500 pièces qui va à de la paperasse. Tu as 500 pièces par mois de ton loyer qui est directement relié aux 12 travaux d'Astérix. Là. Hey, on me disait, Jeff, tu sais, quand tu construis, juste pour te dire, petite anecdote, puis j'apprendrai rien à des gens de la construction qui nous entendent, qui connaissent ça bien plus que moi. Mais tu sais que j'ai investi un peu là-dedans, puis ça m'intéresse. J'ai du temps dans mes marches à aller voir ça. Quelqu'un m'expliquait, parce que dans ma famille, tu sais que mon frère Martin était avec Dynamo, son fils est rendu là-dedas. Fait que tu sais, on a quand même, j'ai la chance dans des discussions de poser des questions. Il y a une expertise par rapport à ça. C'est ça, exactement. Fait que tu sais, je prends un exemple qui est très clair. Tu as un bloc, il coule le béton, tout ça. Puis quand tu fais les travaux, vous allez me dire que la CNSST, c'est très important parce qu'on va tous mourir, évidemment. Mais quand tu arrives, juste penser que quand tu arrives à un étage, il faut que tu mettes des clôtures de broches. Faut que tu mettes des attaches rentrées dans le béton pour que les gars, on voit comme des straps là, que tu vois partout, des straps qui sont mises. Faut que tu t'attaches là-dessus, les protections, des escaliers temporaires. Comment tu penses que ça coûte, ça? Ben oui. Puis je dis pas qu'il faut pas protéger notre monde. Ouais, mais c'est juste des patentes. Ouais, mais c'est toutes des patentes, Gilles, pour régler l'histoire qui est arrivée une fois. Ça, tu les accumules, là. Tu sais, on veut pas de mort. Tu fais de la surprotection. T'as raison, je suis sûr de ça. Ben oui, la face, c'est qu'ils veulent ils accumulent. C'est dans le coût, ça, du loyer par mois, là. Ben oui. Jeff, je suis sûr que c'est des gens qui nous entendent, je veux juste vous faire sourire. Combien de fois, puis Jerry particulièrement, parce que tu es allé en Espagne, tu as dû aller en bord de mer, tout ça, tu sais, des fois, tu arrives à un endroit, une crique, tu sais, une crique, là, où tout le monde va, là. Ils arrivent avec le sac, puis leur parasol, ils descendent dans les roches, puis ça, il n'y a pas trop de rampe là. Il n'y a pas de rampe là. Zéro. Mais nous autres, là, on pense que c'est NSST, il y a de l'argent à faire ici. Tu descends, il y a un vendeur de toutes sortes de crème à glace, l'autre qui vend de la bière fling-flang dans sa glacière. Puis tu passes à des endroits, là. Il y en a un de temps en temps qui tombe. Ah oui, ça arrive. Je te dis. À Dubaï, là, ce qu'on voit, c'est bien beau. Là. Il y en a plusieurs qui sont tombés. Là. Ah, il y en a qui sont tombés, oui. Il y en a qui sont tombés. Là. Il y en a qui sont jamais revenus. Là. Oui. Ils sont où? On ne sait pas. OK? Donc, ça arrive. Là. Je comprends qu'on ne veut pas avoir ça. Là. Non, on souhaite pas ça. Part, mais là. Je pense que quand tu as fait les pyramides d'Égypte aussi, ils avoir 2-3 orteils de cassés. On se comprend. Là. Mais mettons qu'il n'arrive aucun accident là, dans la construction. Mettons qu'il n'arrive aucun accident. Là. Il n'arrive rien. Puis l'année d'après, il n'arrive rien. Il n'y a plus d'accident. Est-ce que les primes de la CNESST vont baisser? Non. Non, c'est ça. Mais sais-tu, moi, je me posais la question. J'entendais des travailleurs cette semaine parce que là, la loi qui est à l'étude présentement voudrait que, au lieu d'être 5 personnes pour poser une porte, il pourrait être 2. Ce qui nous semble tout à fait raisonnable. J'aimerais ça entendre, encore une fois, dans un dossier de même, j'aimerais ça entendre des travailleurs qui enlèvent leur casque de travailleur, qui parlent comme un citoyen qui, lui aussi, peut-être va rénover chez eux ou va faire un agrandissement pour sa fille puis, ou une B-génération avec ses parents. Qui parle de ça. Parce qu'il parle tout le temps pour protéger le syndicat. Puis, ben oui. Parce que vu qu'il va à TV dans le Kodak, il dit quoi? Il dit là, si on veut être sûr de la qualité, on est mieux d'avoir chacun notre corps de métier. Donc, ils veulent pas que ça change. C'est ça que ça veut dire. La majorité ne veulent pas que ça change. Ça change. Pas. Les gens qui, dans la construction, parlent, comme tu le dis, sont vus comme étant les moutons noirs. Puis il y en a, là. OK? Il y en a. Dans le syndicat, tu mais veux être le mouton noir, Jean? Tu veux être le mouton noir dans le syndicat? Puis je suis pas sûr que tu vas être applaudi, là. Mais dans le fond, dans un party un soir avec un petit verre de rouge, après moi, ils diraient c'est sûr que ça n'a pas de bon sens. Ah oui, mais c'est sûr. Ils ne peuvent pas parler. Fait que finalement, on en arrive, tantôt on disait là, la chimère, le mirage de 2 milliards d'économies avec les fonctionnaires parce qu'ils vont être plus efficaces. C'est la même affaire. Tu essaies de changer, mais notre structure est tellement opaque qu'on peut. J'essaie d'être positif. C'est difficile en tabarouette. Regarde, on vient de lancer un budget à un moment historique de manque de logement, manque d'appartements. Il y a 0 cent pour ça dans le budget. 0. On disait il y a 2 semaines, mais l'Ontario était plus actif, puis il y a des endroits où. Puis ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Moi, je suis dans une place qui est en développement. Puis, la première fois que je le dis, là, je regarde à peu près le nombre de lots qui ont été donnés à des. Ici, c'est des builders, là, c'est des gros builders. Ces gros builders-là ont des lots. Souvent, les quartiers sont entre 800 et 1000 maisons par communauté gaieté. Pour chaque. Le calcul
que je fais alentour de moi, là. 4000 par 4000 par 4000. OK? Je circule là-dedans en vélo de montagne là-dedans. C'est 50 000 maisons dans les prochaines années. Mais je circule dedans en ce moment. Il y a des bœufs, là. Il y a des bœufs. Il y a des beaux oiseaux. Il y a de la place où il y a de l'eau avec probablement des grenouilles. Il y a peut-être des petites grenouilles. Oui, il y a des petites grenouilles. Des grenouilles, il y a des serpents, il y a des panthères, il y a des bobcats, il y a des sangliers, il y a plein d'affaires, là. J'ai faim. Oui, mais eux autres, ils ont décidé de le faire, là. Ouais, comme nous, on le faisait en 1970. C'est intéressant ce que tu dis, c'est important. Nous autres, là, on le fera pas, ça, là. On le fera pas. On veut même pas... Moi, t'as vu le terrain en face de chez nous? C'est un terrain qui n'a pas d'agricole dedans, mais il est considéré comme agricole. Puis en plus, ils nous font croire qu'il y a un peu de milieu humide dedans. Je peux pas bâtir une maison pour mes filles là. Ils voudront pas. Donc, on leur réglera pas le problème. Ça va être... C'est une récurrence à jamais. Si vous trouvez que les appartements sont chers à 2200, là, dans 10 ans, ils vont être à 3000. Ben voilà pour Gilles Parent pour la version live. Et on continue cette discussion-là sur tout le budget, le logement, la construction, tout ce que vous voulez savoir sur ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures. On en jase avec Gilles sur le Prime. Si ça vous tente de vous joindre à nous autres, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous avez une semaine gratuite pour voir si ça vous plaît. Sinon, pas plus grave que ça. Mais allez le faire, tiens, allez sur radiopirate.com. Plus de Gilles Parent sur Radio Pirate. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Karim El Ayoubi, il est du Parti conservateur du Québec. Il est critique en santé, Karim, on peut dire ça, oui? Oui, critique en santé, puis président de la commission politique. Exact. Content de te voir dans nos studios, Karim. Ben merci. On fait toujours à distance. Ben oui, merci. Donc, regarde, commençons par le budget. Je sais que vous avez travaillé fort là-dessus, puis vous avez eu très peu de couverture. Qu'est-ce que tu retiens du budget de cette semaine, qui est un budget catastrophique? Pour moi, c'est comme une genre de confirmation que le Québec est officiellement un genre de faillite technique. Absolument. Puis, tu sais, juste pour commencer, déjà qu'il y a des gens là, qui nous critiquent un peu puis qui disent on vous a pas vu bien sur le budget. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on se prépare pour ça, si c'est pas 3 semaines. On avait préparé des lignes. On a fait une conférence de presse, puis l'attaché de presse d'Éric pourra le confirmer parce que lui, il a vu les conférences de tous les autres partis. C'était la nôtre qui était la plus longue, là. On a essayé d'étoffer les choses. Moi, je me suis concentré beaucoup sur la portion santé du budget. Éric, qui a été aidé par Yann Sénéchal dans l'analyse macro. Il a parlé aussi, il a critiqué beaucoup le budget sur la... Adrien travaillait beaucoup là-dessus aussi. Adrien travaillait, ça fait 2-3 semaines qu'Adrien nous écrit des choses. Puis, ça a sorti 2 lignes, en bout de ligne. Donc, c'est sûr que c'est dégueulasse. C'est sûr que c'est frustrant un peu d'avoir travaillé 2-3 semaines pour avoir 2 lignes, mais c'est comme ça la politique. À un moment donné, il faut s'en attendre. C'est pas des sujets... c'est pas nécessairement des sujets qui intéressent beaucoup les médias. Ben, du moins, nous, lorsqu'on parle de ça intéresse pas les médias. Mais ça nous intéresse beaucoup. Puis merci de nous donner la possibilité d'en parler. Si on commence un peu, là, moi, je pense également, je suis tout à fait d'accord avec Éric et avec toi, Jeff, pour dire que c'est un budget qui est catastrophique dans l'ensemble. C'est 11 milliards de déficit. C'est sûr que si on va avec ce qui a été mis dans le fonds des générations, qui n'est pas complètement une dette, donc on parlerait plus de 8 points quelques milliards. Mais ce qu'on retient de ça, c'est le budget le plus déficitaire de l'histoire du Québec. Et je veux dire, le gros problème, c'est que une valeur qui est assez importante chez nous, c'est vraiment l'équité intergénérationnelle. Puis là, c'est une facture, donc qu'est-ce qu'on fait? On décide, entre guillemets, pour améliorer les services publics, mais je serais assez surpris qu'on les améliore personnellement. Je vais parler de la composante santé tout à l'heure, mais je serais extrêmement surpris qu'on les améliore. C'est beaucoup parce qu'on a tendance à penser qu'en donnant plus de salaire, qu'on donne nécessairement plus de services.
c'est pas nécessairement le cas. Puis ce qui est le plus dangereux dans ce budget-là, c'est qu'il y a à peu près 4,5 milliards qui est structurel. Ça, c'est quand même ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire, si tu es déficitaire... Ça va revenir, c'est récurrent. À moins que tu changes la structure même, et le ministre Girard lui-même nous l'a avoué. Quand il est venu nous voir, parce qu'il va voir les gens là, au huis clos, on est enfermés dans des salles, là, les auditeurs qui ne savent pas comment ça se passe, c'est que nous, le Parti conservateur, on est enfermés dans une salle, QS, c'est la même chose, il y a des journalistes dans une autre salle, puis on n'a pas le droit de sortir. Bon, sauf pour aller à la salle de bain, puis si tu vas à la salle de bain, il y a un policier qui te suit. Donc, ça fonctionne un peu comme ça. C'est assez particulier. Ouais. On se prend un peu au sérieux. Là. C'est comme pour éviter... Autrement dit, juste pour que les auditeurs comprennent, c'est comme pour éviter que quelqu'un, on n'a pas le droit de nos appareils, pour éviter que quelqu'un aille acheter des actions, qui est comme un genre de délit d'initié. Là. Oui. C'est un peu pour éviter ça, mais on se prend quand même pas mal au sérieux. Et c'est un peu ça. Il n'a pas encore des actions d'Hydro-Québec sur le marché. Non, c'est ça. Puis quand le ministre Girard est venu nous voir, on lui a posé la question, mais ça semble structurel. Il semble vraiment y avoir une composante déficitaire structurelle. Parce que des fois, tu pourrais avoir une année très déficitaire. Mettons que tu fais un grand projet, je sais pas moi, un projet de métro ou quelque chose comme ça, puis tu serais très déficitaire, mais tu le sais que ça va être utile pour 50 ans, pour 100 ans, puis ou une autoroute, un investissement, tu vas avoir des retombées économiques. Mais ça, c'est pas juste ça. C'est que si tu ne changes pas la structure du système elle-même, c'est autour d'un 4,5 milliards à travers même la structure qui va être récurrent. Donc ça, c'est très dangereux. Et le ministre Girard lui-même l'a avoué. Et lui, ce qu'il a dit, oui, ils vont faire, pour compenser ça, ils vont faire une révision de tous les programmes. Tout à fait d'accord qu'il faut faire une révision des programmes. C'est un peu pourquoi Philippe Couillard puis Carlos Letao, il avait été très fort sur le plan des finances publiques. Puis ça, c'est Philippe Couillard qui l'avait avoué dans un podcast qu'il avait fait avec Yann et Frank. Ça, c'est très intéressant. Ils ont dit, oui, mais comment vous avez fait? Parce que Vincent Gelozzo avait fait une étude, il avait publié une étude que le gouvernement qui avait été le plus responsable fiscalement dans l'histoire du Québec, le premier, c'était Parizeau, OK? Puis le deuxième, c'était Philippe Couillard. Suite à ça, ils ont invité Philippe Couillard pour parler. Puis il a dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de génie en arrière de ça. C'est qu'ils ont pris un programme, tous les programmes sociaux, tous les programmes du gouvernement, ils les ont revisités un par un. Ils les ont analysés. Et ceux qui étaient déficitaires et qui ne donnaient pas un service suffisant, c'était out. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là qu'ils ont été capables de couper. Maintenant, Girard, ce qu'il nous a dit, ce qu'il veut faire pour ce 4, quelques milliards récurrents, il veut revisiter tous les programmes un par un, comme Létard puis Couillard l'avaient fait à l'époque. Tant mieux, moi, je suis 100% d'accord avec ça, mais est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est la question à se poser. Maintenant, lorsqu'on regarde par rapport au budget de la santé, on est rendu à 61,9 milliards par année. Presque 62 milliards. Donc, on n'est plus dans le milliard par semaine. Ça, c'était ouais, bon. Le chiffre, là, tu dis, il y a 52 semaines, puis c'est plus ça, là. Fini. Là. Ah, non, c'est fini. On peut plus parler de ça. Là, c'est rendu, ça pète le 60 milliards par année. Et lorsqu'on regarde, il n'y a pas... il y a un bon point, par exemple, dans le budget santé, puis ça, je suis content qu'il ait fait ça, puis nous, c'était une de nos propositions phares au PCQ. C'était, durant la dernière campagne électorale, c'était faire un peu ce que toute la planète fait depuis 30 ans, le monde développé. C'était changer le mode de financement des hôpitaux et des infrastructures de santé pour un mode qui suit le patient. C'est-à-dire, plus tu vois de patients vulnérables, plus tu es payé, c'est pas des budgets fixes. Donc ça, ils l'ont fait pour la radio-oncologie, puis ça l'a démontré des gains de productivité pour les secteurs qui l'ont utilisé en radio-oncologie de 26 %, puis une diminution des coûts bruts là, de 7 %. Même chose pour l'imagerie, gain de productivité d'autour de 20 %, diminution des coûts bruts de 4 %. Donc ça, au moins, on trouve que ça va passer rapidement, mais au moins, il y a ça. Chose très décevante, il n'y a rien de prévu, encore une fois, ça, on dirait que c'est une lubie. Là. Je ne sais pas si Yuri Chassin, à un moment donné, va accoucher de ça, mais ça n'a pas l'air d'être pour la prochaine année. Il n'y a rien de prévu dans ce budget-là pour les fameux 2 hôpitaux privés. Non, ça n'arrivera pas là. Exact, donc ça, il n'est pas prévu. En santé, c'est 4,9 milliards de plus sur 4 ans. Le gros problème, c'est qu'ils investissent, selon moi, au mauvais endroit. Ils investissent dans ce qu'on appelle les maisons pour les aînés, qui est qui est rendu à 1 million de la porte, ce qui fait absolument aucun sens. L'expérience internationale montre qu'il faut que aux Pays-Bas, des CHSLD, des maisons d'aînés, ça existe à peu près pas. C'est tout transformé en soins à domicile. Tu sauves 30 à 40 % dans tes coûts lorsque tu transformes des lits de CHSLD en lits de soins à domicile.
Ils investissent dans les soins à domicile. Je ne peux pas dire qu'ils ne le font pas, mais ces investissements de plusieurs centaines de millions de dollars dans les maisons pour les aînés, il y aurait façon de faire à coût beaucoup moins. On est rendu à 1 million de la porte. Là. C'est pas... puis le temps que ça finisse de se construire, on va peut-être être à 1,5 million de la porte. Donc ça, très décevant de ce côté-là. Après ça, négociation dans la fonction publique, ça gobe énormément d'argent. Ça gobe de mémoire, je crois, là, juste ça gobe 4 milliards de déficit dans ce budget-là. Il faudrait vérifier exactement les chiffres. C'est sûr que, écoute, là, on peut toujours tergiverser à savoir si on a donné trop de salaires là-dedans. Si on donnait des salaires et on avait les services, aucun problème. Moi, c'est un peu ce qui me choque là-dedans, puis je pense que ça va être la même chose avec les infirmières, c'est que on a l'air comme à penser que on a l'air à statuer que l'inflation va être à 4,5 % encore dans 2 ans. Donc, je peux comprendre qu'il y a un certain rattrapage sur une année et demie d'inflation assez galopante qu'on a eu en raison de la pandémie, puis de l'imprimage d'argent, puis de l'indiscipline de Trudeau, puis des gouvernements. Sauf que, tu sais, on le voit, là, on est aux alentours de 3. Probablement qu'on va peut-être revenir à un moment donné s'il y a un genre de petit ralentissement économique qui est déjà commencé à 2,5. Donc, pourquoi on est là à donner à l'avance des augmentations de 25, 30, 31, 32 que j'ai vu dans certains, en tout cas, dans des échelons des professeurs? C'est énormément d'argent. Donc, tu sais, je veux dire, il n'y a pas une entreprise qui paie... Oui, le capital humain est très important tout le temps, mais je veux dire, il n'y a pas une entreprise qui est capable de mettre sa survie... il y a un potentiel d'entreprise qui meurt si jamais tu dépenses plus que tu fais comme argent. Je veux dire, le comportement de dire on donne des salaires avec de l'argent emprunté, ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir contre les travailleurs, ça n'a rien à voir contre leurs demandes, puis ils sont légitimes, leurs demandes. Sauf que dans les faits, on n'a pas cet argent-là. C'est la réalité. Et même eux, dans le budget, parce que j'étais au budget de l'an passé aussi, le gros problème, un des gros problèmes, c'était la mauvaise prédiction de l'an dernier. Il avait prédit, premièrement, que il avait prédit que l'inflation allait s'arrêter 2 trimestres plus tard. L'an passé, là, 1 trimestre plus tard. Il avait prédit que l'inflation allait s'arrêter à ce moment-là. Donc ça fait en sorte que leur calcul a été, je veux dire, complètement erroné. Ça contribue au déficit. Et en plus, il avait calculé que la fonction publique allait accepter seulement 11 %, ce qui n'a pas été le cas du tout non plus. Donc ça, cette mauvaise prévision du gouvernement, l'ensemble de ces mauvaises prédictions-là font en sorte qu'on est rendu avec un budget avec un déficit de 11 milliards à l'heure actuelle. Honnêtement, si on veut, puis je pense que la solution qui aurait été la meilleure, nous, ce qu'on proposait, c'était OK, les employés de l'État, je pense qu'ils méritent d'être payés plus. Les professeurs, entre autres, c'est pas facile comme travail. Mais quand on regarde l'ensemble de la fonction publique, il aurait fallu couper dans la fonction publique. Si on veut payer plus les gens, il faut regarder la capacité de payer de l'État. Et il aurait fallu couper dans la fonction publique. Et même quelqu'un qui n'est vraiment pas un allié... Ça, c'est facile à dire, mais ils le feront jamais. Ouais, c'est le nombre d'employés, il baisse jamais. Là. Les entreprises, en ce moment, il y a eu un ralentissement dans la techno. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait du ménage dans plusieurs secteurs, pas seulement la techno. Le gouvernement ne fait jamais, cette purge-là. Donc, lui, il a des besoins, mettons, en 1975, créer un étage de fonctionnaires pour des besoins X. Avec les années, ces besoins-là n'existent plus parce qu'il arrive une nouvelle affaire là, avec laquelle ils ont engagé de nouveaux fonctionnaires. Mais ils gardent cet étage-là de gens qui font rien. Il n'y a jamais de remise en question, il n'y a jamais de diminution, il n'y a pas de purge d'employés. Puis dire, écoutez, il y a un paquet d'employés qu'on n'a plus besoin. D'abord, les besoins ont changé, la manière de le faire a changé, etc., etc. C'est de l'accumulation, c'est des couches par-dessus des couches par-dessus des couches. Donc, moi, je ne pense pas de voir ça de mon vivant. Un gouvernement qui va mettre des employés dehors, là. Je suis assez d'accord avec toi, là, Jeff. Je suis assez pessimiste aussi de ce côté-là. Moi, je dis ce que je pense qu'il faudrait faire. Oui. Parce que il y a une loi sur l'équilibre budgétaire, mais là, il y a comme une entourloupe. Là, c'est que, je veux dire, eux, ils ont comme modifié cette loi-là dans le but de pouvoir
je veux dire, ne pas respecter l'équilibre budgétaire qui était déjà prévu. Mais ça, je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Moi, à partir de quel moment est-ce qu'il y a un gouvernement qui va vraiment décider de couper? Dans les programmes, il faut le dire quand même, Couillard et Létard l'avaient fait quand même. Ils avaient coupé des programmes, mais ils avaient Je m'ennuie d'eux, là. J'aurais jamais pensé dire ça. Je m'ennuie de Couillard et de Létard. C'est ça. Mais ils avaient payé un prix politique aussi. Il y a des gens qui disent que c'est juste l'histoire du 75 $. Je pense que ça a été un peu comme les Kings de Los Angeles. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Mais je pense qu'ils ont payé parce qu'on parlait d'austérité, ce qui n'était pas de l'austérité. Là. C'était un ralentissement de la croissance des dépenses, donc c'était pas du tout de l'austérité. Mais comment on fait comme société, Karim, pour être capable de gérer si les gouvernements ont peur des médias et des étiquettes qui leur collent? L'histoire de l'austérité, c'est un des plus grands mensonges de l'histoire médiatique. C'est des gens qui sont capables de créer un genre de narratif qui est basé sur rien. Et à force de le répéter, il devient une vérité. Et ça colle à celui qui veut juste faire un petit nettoyage. Ils n'ont pas rien coupé, tu l'as dit. Ils ont juste coupé dans l'augmentation des dépenses. Et malgré ça, encore aujourd'hui, quand on fait référence à cette époque-là, on parle d'austérité. Je l'ai lu encore hier. Deux choses. Première chose, comment un gouvernement pourrait le faire? Première chose, s'il y avait un radio pirate qui avait... s'il y avait Radio Pirate version TVA pour compétitionner TVA, c'est sûr que ça aiderait beaucoup. OK? Oui. Ça, c'est la première chose. Donc, le point, c'est un média qui serait plus de centre-droit, clairement affiché, avec un billet de centre-droit. Comme la majorité de nos médias ont des billets de centre-gauche, sauf sur le plan identitaire. Ça, il y en a qui ont plus des billets de droite là-dessus. Mais si tu avais un gros média centre-droit économique, ça faciliterait beaucoup les choses. Bon, ça arrivera probablement pas de notre vivant. Donc, autre chose, ça te prend un gouvernement. Il faut que tu sois au pied du mur. Puis, par exemple, tu auras un prochain budget qui sera encore ultra déficitaire. Tu es au bout du mur, puis New York vient cogner à la porte. Puis tu es décoté. Là, à partir de ce moment-là, quand le peuple va sentir que l'argent vaut plus grand-chose que les... je veux dire que, mettons que tu auras une dépréciation de la monnaie, important, mais ça, c'est plus canadien, ou mettons que vraiment le Québec est décoté avec toutes les conséquences économiques que ça pourrait amener, puis que les gens voient au jour le jour la différence macroscopique que ça fait. Là, on donnerait la chance à un gouvernement qui viendrait faire un gros nettoyage. Mais ce gouvernement-là, inéluctablement, quand les choses recommenceraient à mieux aller, il payerait le prix politique, puis t'en as un autre qui serait plus dépensier qui arriverait. Je pense que c'est pas mal les deux seuls. Mais dans la tête du citoyen québécois, là, en général, là, c'est pas les gens qui sont politisés puis qui ont la face dans la politique à tous les jours. Là. On parle de monsieur, madame, tout le monde, on jase. Là. C'est quand tu dis de couper, mettons, dans l'État, dans les employés, puis tout ça, mettons que tu tentes un peu le terrain, mais souvent dans la tête de ces gens-là, ils vont voir, mettons, les infirmiers, on ne peut pas couper là-dedans, les professeurs, on ne peut pas couper là-dedans, les ingénieurs qui travaillent au gouvernement, tu ne peux pas couper là-dedans, ceux qui travaillent à DPJ, tu ne peux pas couper là-dedans. Tu sais, dans la tête du citoyen, c'est tous des jobs hyper importants. Mais le citoyen, il ne pense pas qu'il y a des étages de monde qui longent les murs. Là. En réalité, là, c'est ça. On dirait que le citoyen, il voit tous les jobs hyper importants, puis il ne voit pas qu'il y a du gras. C'est ça l'histoire. Là. Mais comment expliquer ça au monde? Peut-être c'est visuel. La plupart des gens sont... Et toi, tu connais excuse-moi, mais toi, tu connais la santé, justement. La santé, là, c'est directement. Là. Moi, je vois l'infirmière, je vois telle personne, telle personne. Mais ceux qui sont dans des bureaux, je ne les vois pas, ce monde-là. Il faudrait faire l'exercice à un moment donné de montrer, on l'avait déjà fait dans un podcast à un moment donné, mais à grande échelle dans les médias, il faudrait faire cet exercice-là de montrer ce que monsieur, madame, tout le monde connaît. Par exemple, en santé, le médecin, l'infirmière, le préposé, oui, le concierge, tout ça, tous les gens vraiment qui sont sur le terrain, qui travaillent pour le patient. Il faudrait que tu leur montres la grosseur de l'organigramme et où ils se situent, eux. Tu as un méga organigramme, c'est comme si, je sais pas, moi, t'es au sommet, par exemple, du mille de la Gauchetière à Montréal, puis les fonctionnaires, c'est de l'étage numéro 2 à l'étage X, là, au sommet complètement. Et
c'est juste même pas le rez-de-chaussée, là. Le médecin, l'infirmière, le préposé, Sont là, le concierge, c'est dans le sous-sol. Oui. Donc, c'est peurant, quelque chose, mais tu sais, quelque chose de macroscopique oui, comme ça pour comprendre ce que on veut pas couper dans le sous-sol. Là. C'est entre le dernier étage puis le sous-sol qu'on veut couper. Oui, il faut faire des images. Faut faire des images. Tu sais, ça a l'air niaiseux de le dire comme ça. Non. Mais tu sais, c'est pour répondre un peu à Jerry. Oui, les Kings, c'était un peu niaiseux, mais c'est ça qui a réveillé tout le monde. Exact. T'sais, on s'entend, c'est insignifiant sur le budget de l'État, mais c'est comme, là, c'est macroscopique pour le monde. Ils disent, t'as peu, là, je veux dire, moi, mon panier d'épicerie coûte plus cher, moi, je m'endette, on les donne taux des d'intérêt. millions pour des joueurs millionnaires, d'une équipe qu'on connaît pas trop. Exact. C'est concret dans la tête de monsieur, madame, tout le monde. Il faut utiliser ces images-là. Karim, on est dans le live et dans le Prime, donc juste avant ça se peut qu'on continue sur le Prime si on a du temps après, mais je veux pour le live que tu nous parles de ce que vous avez fait hier. Moi, j'étais plus ou moins d'accord sur le timing quand Éric me dit ça en dehors des ondes hier, que vous faisiez une conférence de presse, puis j'imagine que vous en avez profité parce que tu étais sur place pour le budget, donc vous avez voulu coordonner ça pour une question de pratico-pratique, mais avec le budget si dur, si catastrophique, je trouvais que ce sujet-là que vous avez amené hier, qui est un sujet très important, allait être peut-être noyé un peu dans l'histoire du budget. Est-ce que tu penses que le timing sur l'annonce des enfants que vous voulez protéger de changement de sexe, que les parents ne soient pas avisés, etc., est-ce que tu penses que le timing était bon? Au départ, je faisais partie de ceux qui doutaient du timing, puis je l'avais justement dit à Eric, j'ai dit je suis pas sûr que c'est le bon timing. C'est vrai qu'on en a profité le fait que j'étais là parce que je viens pas toujours à Québec, ça, donc j'ai une part de responsabilité là-dedans. Si je venais plus souvent à Québec, peut-être qu'on aurait attendu un peu. Mais faire sa part, est-ce que ça a été noyé? On le saura jamais, parce que si on l'avait fait la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je pense que c'est un sujet qui est quand même très important. Disons qu'on avait eu plus de reach puis au niveau du budget. Puis Eric le savait, là. Ça ne nous a pas enlevé de reach au niveau du budget. Il ne nous en aurait pas donné plus. Ça, c'est sûr. On a fait tout ce qu'on pouvait de ce côté-là. Puis ça, on ne peut pas leur tordre le bras. On s'est dit qu'on allait profiter de cette occasion-là pour le sortir. Surtout que les gens ne le savent pas, mais ça fait un bout de temps qu'on travaille là-dessus, puis ça fait un bout de temps qu'on se fait taper dessus parce qu'on ne sort pas aussi sur ce sujet-là. Daniel Smith est sorti. Il y a eu le reportage de Radio-Canada qui a passé il y a une dizaine de jours environ, puis on se faisait quand même taper dessus par beaucoup de... Il y avait une urgence de sortir cette chose-là que vous aviez déjà décidé. À l'interne... Là, est-ce que votre projet il ressemble à celui de Daniel Smith? Oui, c'est-à-dire, il va falloir voir, parce que Daniel Smith, elle n'a pas encore légiféré, puis elle ne l'a pas encore expliqué complètement. Elle a donné les grandes lignes, mais oui, OK? C'est-à-dire, irréversible, chirurgie, 18 ans, ça c'est comme Daniel Smith. Consentement parental en bas de 16 ans. Après ça, elle a dit pas d'hormones en bas de 16 ans. OK? Nous, ce qu'on a dit, c'est différent d'elle. C'est-à-dire, nous, on s'est basé sur principalement des recommandations de l'Institut Karolinska de Suède. Pourquoi cette institution-là? C'est que c'est une des premières au monde, c'est une des plus chevronnées en la matière, c'est-à-dire les transitions de genre. C'était dans les débuts des années 90, parmi vraiment les premiers, si ce n'est pas... Je pense que les premiers, c'était aux Pays-Bas, puis eux autres, qui étaient les deuxièmes, ils ont suivi tout de suite après. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une revue systématique de la littérature. Ça veut dire qu'ils ont regardé tout ce qui existe dans la littérature, autour de 200 articles, je pense que c'est 195, et ils se sont dit, attends peu, là. On pensait que le fait de donner des bloqueurs, ça allait diminuer les idées suicidaires, ça n'avait pas tant d'effets secondaires et ça améliorait le bien-être psychologique. Là, quand ils ont dit, il y a des études qui disent que oui, il y a des études qui disent que non, donc eux, ils ont toutes recoupé les études ensemble puis ils ont dit pas suffisamment d'évidence, donc on recommande qu'il soit interdit comme traitement standard pour le moment, pour éviter un peu là, que n'importe qui puisse prescrire ça dans une consultation de 10-15 minutes. Et lorsque c'est des cas sévères, graves, ils se doivent d'être introduits dans des protocoles de recherche scientifique, dans des essais cliniques. C'est-à-dire que, est-ce que Daniel Smith va le permettre pour les essais cliniques? Ça, on ne le sait pas. Mais la tendance, même le Royaume-Uni, ils ont légiféré là-dessus il y a quelques jours, ils le permettent pour les essais cliniques. Pourquoi le permettre pour les essais cliniques? C'est qu'à un moment donné, tu ne peux pas bloquer la science au complet puis dire aux chercheurs, là, c'est la science tergiverse, on n'a pas de réponse absolue sur le sujet, vous n'avez pas droit d'essayer de faire avancer les choses.
Ça, moi, je pense que ce serait irresponsable de faire ça parce qu'il n'y a pas de consensus à l'heure actuelle. Donc, mais la beauté de ça, c'est que quand tu es dans un essai clinique, là, tu es sûr d'être suivi puis encadré. C'est-à-dire tu vas avoir un psychologue, tu vas avoir un pédopsychiatre, tu vas avoir un endocrinologue, tu vas avoir une équipe multidisciplinaire qui vont te suivre et tu vas être comparé à un groupe contrôle qui, eux, n'en auront pas. Et si on voit que c'est plus délétère, que les risques sont plus importants que les bénéfices, on arrête de t'en donner puis l'étude se termine. Tu comprends? Donc, à partir de ce moment-là, c'est beaucoup, beaucoup plus sécuritaire. Ça n'empêche pas le développement scientifique, mais tu t'assures que les jeunes soient vraiment bien encadrés puis que ce n'est pas là, sur le coin d'une table. Donc, ça, je pense que c'est ce que l'Institut Karolinska recommande, c'est ce que le Royaume-Uni recommande, c'est ce que la Finlande recommande également. Puis si tu regardes un peu du côté des États-Unis, tu as 2 grosses institutions juste pour te dire à quel point il n'y a pas de consensus scientifique sur les bloqueurs puis sur les traitements hormonaux, tu as l'American College of Pediatrics qui, eux, disent que c'est néfaste, il ne faut pas en donner du tout ou à peu près pas. Tu as l'American Academy of Pediatrics, tout aussi crédible, qui dit non, les données scientifiques nous montrent que ça diminue les idées suicidaires, etc. Bon, donc, qui dit vrai, qui dit faux? Il n'y a pas de consensus. À ce moment-là, allons de prudence, protégeons les enfants, puis permettons-le uniquement dans des contextes d'essais cliniques. Karim El Ayoumi du Parti conservateur du Québec, qui est sur le live et sur le Prime. Vous en voulez plus? On a encore un 15-20 minutes avec lui sur l'édition Prime. Allez vous abonner sur radiopirate.com. On revient, un vestiaire spécial et également un lancement de week-end, je vous dirais, officiel avec l'aubergiste. Jeff Fillion. Enfin! Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Le vestiaire vous est présenté par Frédéric Masson Remax, un courtier immobilier pirate, authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com. Through the center zone for Montreal, the pass across, they score! Qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je Chris mon camp. Vestiaire particulier, parce que vestiaire avec Jerry l'aubergiste comme première étoile à lui seul ou presque. C'est parce qu'on avait on peut pas faire un vestiaire très court avec les boys étant tous des grands gueules, mais la vraie histoire, c'est qu'on devait faire le vestiaire hier. Il est arrivé quelque chose pendant la production qu'on a dû changer des choses. Et aujourd'hui, c'était bien difficile pour Dodu et Max qui est à l'hôpital pour quelque chose, pour un examen quelconque pour son fils. Puis ensuite, Les avait d'autres choses aussi. Donc, anyway, on avait juste un 10-12 et mon ami Jerry a dit, ben écoute, je pense que j'ai des petites affaires à dire. Ben oui, on va en profiter pour le faire. Et moi aussi, j'ai des petites affaires juste vite à vous dire. Pour les amateurs de golf, juste vous dire que on a le Players Championship cette année. C'est le 2e Players Championship, qui est le 5e tournoi majeur dans la PGA, qui est à Ponte Vedra Beach, juste quelques minutes de Jacksonville au sud, sur le bord de la mer, sur un terrain extraordinaire qui est TPC Sawgrass, que j'ai eu l'occasion de jouer avec mon chum Dennis de Beautiful. Écoute, superbe place. Je veux saluer Carole et André Raymond qui sont là, m'ont envoyé des vidéos ce matin qui étaient au trou numéro 17. Donc, vous êtes salués, les amis, puis garde, enjoy. C'est plate, mais à cause de Liv, on n'a plus l'importance de ce tournoi-là, mais ça demeure encore un super de beau tournoi. C'est sûr que c'est pas le meilleur field. L'histoire de Liv et la PGA n'étant pas réglée, les joueurs de Liv qui devraient être là, parce que c'est les meilleurs joueurs au monde qui sont à ce tournoi-là, toute la gang, il n'y a jamais de joueurs qui manquent dans le top 50, top 100 même au monde. Malheureusement, ce ne sera pas le cas ce week-end, mais quand même, bon tournoi. Et en passant, j'ai fini d'écouter hier Full Swing, excellent,
Même pour les gens qui n'aiment pas le golf, ma blonde a adoré, donc ma fille a adoré. C'est pas des maniaques de golf. Donc, vous n'avez pas besoin d'être maniaque de golf. Un peu comme la F1 pour écouter ce genre de choses-là. Entre autres, les 3 épisodes sur la Ryder Cup, c'est extraordinaire. Ça se passait à Rome l'année passée. Vous allez adorer. Donc, je vous conseille Full Swing sur la saison passée de la PGA sur Netflix. Extraordinaire. Jerry, tu avais un sujet sur les joueurs québécois dans la Ligue nationale de hockey. Parce que je suis tombé, j'écoutais une game de hockey, puis à un moment donné, je me promenais, puis je suis allé voir un peu de basket, puis à un moment donné, j'ai dit, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir du hockey sur un poste francophone. Fait que ici, là, je suis allé voir. Puis là, il y avait une statistique qui ont sorti, eux autres. Et les Québécois cette année dans NHL. Là, ma compilation n'est peut-être pas à date à la journée même, mais ça donne un peu une idée. Tu sais, présentement, c'est Marchessault qui est le meilleur joueur québécois dans NHL. Marchessault qui a 58 buts. Excuse-moi, il a 58 points en 65 matchs. Marchessault, il a 37 buts. Quand même, c'est très, très bon. Donc, tu as Marchessault. C'est une machine, Marchessault. Oh, puis il est le fun à voir jouer. Non, c'est un vrai. Il est vraiment, lui, il est le fun à voir jouer. Après ça, dans les Québécois, tu as Mike Matheson. Matheson, je comprends que son nom est anglais, là, mais c'est un gars de Pointe-Claire. C'est un gars de Montréal. Matheson, qui joue pour le Canadien, on l'aime beaucoup, Matheson. Je pense qu'il a 46 points en 64 matchs. Là. Mais oubliez les points. Là. Oubliez les pointages. Tu as Lafrenière, qui est comme le 3e Québécois dans la Ligue. C'est un gars, Lafrenière, c'est un gars qui il est bon, Lafrenière, là, mais on s'entend-tu que c'est pas Guy Lafleur. Là. On s'entend-tu, mais c'est quand même le 3e. Tu as Huberdeau. Je comprends qu'il cherche un peu Huberdeau, mais c'est un excellent joueur de hockey. Tu as Huberdeau qui est là. Tu as Le Temps, qui est pas mal en fin de carrière, mais qui est très, très bon défenseur. Mais Le Temps, c'est une béquille. C'est un gars qui a eu des problèmes de santé. Tu as Dano. Tu as Nicolas Roy. Tu as Manta. Tu arrives à Drouin. Drouin, à un moment donné, on disait Drouin, ça va se placer là, avec Colorado. Ça, c'est moyen. C'est correct, là, mais tu veux dire, Drouin, c'est quoi? C'est 38 buts en 63, 64 games. 38 points. 38 points, pas 38. Non, 38 points. Donc, on s'entend ça, c'est un gars qui va finir l'année avec. Il n'y aura pas. Ce que je veux dire, Jeff. Après, tu as David Perron. Perron qui est je pense qu'il est à Détroit. Perron. Mais lui aussi, c'est en fin de carrière. Ouais, c'est en fin de carrière, Perron. Dubois. As-tu nommé Dubois? Non. Je n'ai pas nommé Dubois. Il est encore plus beau. Il est tombé dans l'oubli. Il est tombé dans l'oubli. Hey, moi, je faisais-tu partie de ceux qui ne le voulaient pas, moi? Non, c'est ça. Non, il est dans l'oubli, Dubois. Il est dans l'oubli. Je l'avais-tu dit pourquoi je le voulais pas, puis personne ne me croyait? Puis là, je voyais le listing. Ouais, c'est ça. Posez-moi des questions dans ce temps-là, si vous voulez. Ouais. Arrête. Les, il était dans l'émotion. Tout le monde était dans l'émotion. Les, il serait allé à le club au complet. Il serait allé à Saint-Anne-de-Beaupré, marcher à genoux dans l'église pour l'avoir. Tu y en parleras quand on va le rencontrer, Les, la semaine prochaine ou quand il va repasser dans le vestiaire. Tu en glisseras un petit mot. Sur du bois. Du bois, on s'entend-tu que ce gars-là, quelqu'un qui suit un petit peu le hockey, puis on l'a vu. Il y a des matchs, là, ce gars, il est comme dominant. Tu sais, c'est quand même. Le gars, non, mais c'est un problème d'attitude, c'est pas un problème de talent. Voilà, c'est l'attitude. L'attitude, c'est dole. Ça, c'est dole, ça. Un gars qui a un problème d'attitude. Mais ce que je veux. Je te parle de ça, les joueurs québécois, pour une chose. C'est que quand j'ai vu le listing, j'ai dit, OK. Marchessault, parfait. Matheson, je l'aime, Matheson. Après ça, je l'aime beaucoup, Matheson. Après ça, Lafrenière. Lafrenière. Oui, c'est parfait. Il est sur le 2e trio à cette heure. Il est sur le 3e trio les autres années. Il est sur le 2e trio. Ça va correct. Là, Huberdeau, il est en train de ronfler un peu à Calgary. Après ça, Le Temps, un peu en fin de carrière. Dano, Dano, mais tu veux dire Dano, tu veux dire, c'est pas. On s'entend-tu que c'est pas. C'est un bon gars, 3e trio. Dano, c'est Mike Keane. C'est ça, tu sais. Manta, c'est-à-dire, tu l'as dans ton équipe, il peut pas te nuire, Manta. Lui, il te nuit pas, mais on s'entend-tu que Manta. Mais je suis allé. L'affaire, c'est que ça me trottait dans la tête quand je voyais le listing. Tu sais qu'il va en venir. Non, je vais te le dire où est-ce que je vais m'en venir. Je recule de 20 ans. Oh boy.
Je recule en 2004. 20 ans. Je m'en vais pas dans les patentes des années 60, 70, 80. Là. Je m'en vais pas là. Je m'en vais dans il y a 20 ans, c'est hier. 20 ans, là, on peut le dire, c'est l'hockey moderne. Oui, ça évolue à chaque année, puis on sait que l'hockey est plus vite. On sait ça. Là. Mais 20 ans, là, c'est pas une patente quand les bandes étaient blanches puis les gars jouaient avec des palettes droites. Là. On s'entend-tu, là? On voit dans le hockey, en parenthèse, moderne. Je vais le dire de même. Là. Mais il y a 20 ans, tu avais Martin Saint-Louis qui était le premier compteur de la Ligue. 2004. C'était un Québécois qui était premier compteur de la Ligue. Mais tu peux nommer l'autre dans l'équipe aussi? Non, c'est ça. Attends, je m'en vais là. Après ça, tu as du Alex Tanguay. Alex Tanguay, oui, attends un peu. Alex Tanguay, là, c'était un gars de... C'était le 11e compteur de la Ligue. Là. Oui. Alors, c'est tout un joueur de hockey. Non, c'est une machine. Alex Tanguay, c'était une machine de guerre. Là. Ben oui. Là, tu as Alex Tanguay. Après ça, tu as Vinny Le Cavalier. Vinny is the best player in the NHL right now, the best player in the world. Ça, ouais, c'est qui avait dit ça? Don Cherry. Don Cherry. Celui que tout le monde dit qu'il était raciste. Qui est les Québécois. C'est ça. Là, après ça, tu as Daniel Brière, qui est un excellent joueur de hockey. Là. Tu veux dire, c'est des gars dangereux comme le calife. Tu avais Mike Ribeiro à son prime. Après ça, tu avais Jean-Pierre Dumont. C'est qui, ça, Jean-Pierre Dumont? T'as vu? Jean-Pierre Dumont, là, il a joué à Buffalo et à Nashville. À Nashville, là, il y a eu des saisons de 72 points. Ben oui. Il y avait des saisons en haut de 70 points. Jean-Pierre Dumont, c'était tout un joueur de hockey. Après ça, tu as Marc Savard. Marc Savard, il a joué un autre excellent joueur de hockey à Boston. Oui. Il a joué pour les Thrashers. Oui. Il a joué à Boston. Marc Savard, il a fait des saisons au-dessus de 90 points. Là. Ben oui. Ouais, t'as un peu, là. Wow, OK. Après, on descend. Luc Robitaille, qui était en fin de carrière. On s'entend-tu qu'en 2004, Luc, il était en fin de carrière. Luc Robitaille, il avait... Pour un gars en fin de carrière, il a fini l'année quand même avec 22 buts, 29 passes. Tu sais, pour un gars fini, 22 buts. Aujourd'hui, 22 buts, là, t'es une méga star. Tu gagnes 8 millions par année. T'es une méga star à 22 buts, là. Robitaille, en fin de carrière, il n'avait 22 buts. Là. Après ça, t'as... Je comprends. Je ne l'ai pas vu. Je sais que vous autres, vous l'avez vu, le documentaire sur Alexandre Daigle. Oui. Mais tu sais, Alexandre Daigle, il y avait quand même au-dessus de 50 points. Là. Ce que je veux dire, là, c'est qu'Alexandre Daigle, m'excuse, là, Alexandre Daigle, là, si tu le mets en 2024, c'est le 3e Québécois dans la Ligue. Oui, on trouvait que c'est une déception. Il y a une C'est un flash que j'ai eu dans ma tête, Jeff, quand j'ai vu le listing 2024. Puis j'ai dit, il est donc bien. Puis j'adore ces joueurs-là. Là. J'adore Lafrenière, j'adore Huberdeau, j'adore Nicolas Roy, j'adore Manta. Drouin, je l'aime moins, là, mais c'est correct. Là, Drouin, c'est un gars correct. Mais là, je me dis, tabarouette, on est donc bien faible. Non, c'est nos meilleurs Québécois dans la Ligue. Non, mais ça, c'est fini, là. Je veux dire. Non, mais Jeff... Tu ne verras plus ça, là. Ce que tu as vu. Tu sais, tu ne compares même pas aux années 70, mais tu le verras. Non, je m'en vais ça. pas là. Je m'en vais pas là. Si plus. je m'en vais là, tu vas aller capoter, là, si je m'en vais là. Là, tu as des joueurs suisses, tu as des joueurs allemands, tu as des joueurs ça, partout, là. Les Américains. Mario Tremblay, il faisait au-dessus de 30 buts, là. Je m'en vais pas là. Parce que c'est pas le même hockey. Je m'en vais dans le hockey moderne, mais en 20 ans, là. Mais ma réflexion est là. Je te termine ça là. C'est que dans 20 ans, ça va être quoi? Ça va être moins qu'aujourd'hui. Ouais, mais on s'élimine. On va être éliminé de la NHL. C'est une question NHL. de nombre. Mais je ne sais pas. Moi, c'est une question de nombre parce que regarde... Non, mais regarde, mettons, l'Ontario. Oui, mais l'Ontario, t'as peu, là. L'Ontario sont presque 15 millions, là. Oh, et ça, il y a du monde dans le tabarouette, là. Puis deuxièmement, en Ontario, il y a plus d'argent qu'ici, là. Il y a une question de nombre, il y a une question d'argent. Puis il y a une question d'intérêt. Les Québécois ne sont pas si... les Ontariens jouent beaucoup au hockey. Les Québécois ne jouent plus au hockey. Et vous allez comprendre que dans le hockey mineur, je pense qu'il y a autant de joueurs en Californie qu'il y en a au Québec. Là. Vous allez me dire, en Californie, ils sont 30 millions, 33 millions, je ne sais pas. Oh oui, OK. Mais est-ce que c'est normal que dans le hockey mineur,
il est plus... mais toutes les raisons sont là. Elle coûte trop cher. Mais beaucoup, il y a une raison économique, il faut le dire. Il y a une raison économique, mais il y a énormément de parents qui ne veulent pas se lever pour les premières années et aller à l'aréna à 7 h le matin. La fin de semaine. Il y a ça aussi. Puis les réformes... Tu ne peux plus fumer un bat le soir puis prendre trop de boissons parce que le matin, tu te lèves à 5 h. Non, c'est ça. Faut que tu te lèves à 5 h parce que... Je parle du samedi et du dimanche. Oh, c'est ça. L'entraînement des flots à l'Arena POC là, était à 6 h. Mais... Puisque je peux te rajouter une autre affaire? Moi, je pense qu'on a des excellents joueurs juniors. Je pense que les gars sont vite, les gars sont bons. Mais je pense que le style de hockey junior, comment on forme les jeunes, puis qu'on leur laisse pas le plaisir et, je dirais, la liberté de se développer sur la glace en les embarquant dans un carcan et dans un système qui s'apparente à celui de la NHL, on nuit au développement de nos jeunes. Ils sont trop jeunes pour jouer ce genre de hockey-là. Tu dois les laisser jouer le hockey. Ça implique beaucoup de matchs à 10-7. Ça implique beaucoup d'erreurs pour des coachs qui n'en veulent pas. Mais si tu penses juste à gagner pour avoir du monde dans l'aréna et que tu ne penses pas à laisser le joueur se développer, il est là le bug. C'est un des bugs. OK? Moi, ça, je pense que c'est... Il y a des très bons joueurs. Dans l'élite, on a des très bons joueurs de hockey. Mais ils jamment rendu junior. Parce que le junior, ben c'est ça. On a un système de jeu. Regardez le hockey collégial ou encore, allez même pas voir le collégial, allez voir le hockey junior 3 où il y a des gars qui ont joué un peu dans la Ligue junior majeure du Québec ou des gars qui sont à la porte de ça. Comment ça se fait que ce hockey-là est plus spectaculaire et nous semble de meilleur calibre que celui du junior majeur? C'est pas normal, ça. Ben, c'est parce qu'au junior 3A, il n'y a pas de système. Donc, il faut les laisser aller, c'est des kids. Il faut que tu les développes. Il faut que tu les laisses aller. Et plus tard, ils iront jouer un système. Plus tard. Ils ne sont pas obligés d'apprendre ça là. Il faut qu'ils développent leurs skills. Il faut qu'ils développent leur manière de voir la game, à la vitesse à laquelle elle se déroule devant leurs yeux. Puis il faut qu'ils fassent des erreurs, puis il faut qu'ils apprennent. Mais il faut que tu les laisses aller, là. Et on ne fait pas ça. Le hockey junior, c'est devenu la Ligue, c'est la Ligue nationale pour des kids de 17 ans et 18 ans. Marche pas. J'ai regardé à titre de comparaison. L'Alberta, il y a un peu plus de 4 millions de personnes qui restent en Alberta. Oui, on est 9 millions ici. En Alberta, il y a 56 joueurs qui viennent de l'Alberta qui jouent dans la Ligue nationale présentement. Le Québec en a 54. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a en Alberta de plus que nous? Je dirais de l'argent. Beaucoup ça. Beaucoup d'argent. Beaucoup ça. Il y a de l'argent, mais tu sais, dire, il y a... Puis je m'y connais pas du tout, là. Je te parle juste de ce que j'ai lu, OK? Puis j'ai pas fait une étude là-dessus, là. C'est le départ de Thibault comme boss de la Ligue junior majeure du Québec. Ça veut dire, il y en a qui disent que ce gars-là voulait faire des changements, qu'il voulait faire... Puis on dit que tu peux pas bouger rien, tu peux pas taponner rien ici, là. T'es pogné avec ton modèle, t'es pogné avec ton carcan. C'est le modèle québécois, mais au hockey. Mais Thibault, il est parti. L'affaire, c'est que Thibault s'est senti, c'est ce que j'ai lu, je connais pas ça, là. Mais Thibault s'est senti menotté puis lui dit, regarde, vu qu'on peut rien faire, moi je m'en vais. C'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé, puis en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est le même. C'est le même partout. C'est le même dans toute la société. On est sclérosés, les amis. Sclérosés. Il n'y a pas de changement possible nulle part. Il n'y en arrivera pas au hockey, là. On est en train de crever économiquement, tu penses-tu? Puis il n'y en aura pas de changement. Et on est dans le trou comme jamais. On est techniquement en faillite, puis on ne changera rien. Imagine-toi pour le hockey. Quand même assez pas important, là. Mais c'est ça. Regarde. Donc, des Québécois qui vont nous faire lever de notre chaise. Des Québécois comme Martin Saint-Louis ou Alex Tanguay ou Le Cavalier, Brière, des gars bourrés de talent. Des Québécois là, qui sont dangereux puis qui sont Christophe, des Québécois que tu veux voir jouer, même quand il est dans l'équipe opposée, là, tu dis, j'achète un billet, je vais le voir jouer. Là. Ben, tu oublies tous les gardiens de but aussi. Ah, j'ai oublié, j'ai pas les gardiens de but là-dedans. Là. Moi, dans le temps que j'étais plus jeune, quand les Nordiques étaient là, je voulais voir, à un moment donné, un jour, j'ai dit, il faut que je vois Bossy live.
Je veux le voir live, Bossy. Puis, on s'entend-tu que les billets d'un rouge dans le temps au Colisée, c'était cher là, pour le temps. Là. Mais j'étais jeune, là, puis je me suis payé un billet pour voir Bossy. Christophe, j'envoie un compteur de 50 buts dangereux comme le calife. Je pense qu'il avait fait 2 buts ou 3 buts dans le game. C'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que... Ah oui, la fierté, toute la patente. L'espèce de fierté, puis la fierté, puis aussi, c'est dans 20 ans, ça va être quoi? Si... Puis j'enlève pas son talent, là, j'enlève pas rien, là. Mais la liste de gars que je t'ai donnée, Marchessault est un peu à part, mais ça veut dire... Le monde n'achète pas de billets pour aller voir Mike Matheson. Là. Puis il est très bon. Est-ce qu'en 2004, t'as oublié Simon Gagné? Ah, Simon Gagné est là. Mais ça se peut-tu? Je pense qu'il y avait 24-25 buts, mais je pense qu'il a été blessé ou chose comme ça. Oui, il a été blessé cette année-là. Je pense que ça son problème. Mais Gagné était là. Gagné était là aussi. Là. Non, je t'ai fait une liste, là, mais il y en a d'autres. Oui. C'était Jerry Pizza, l'étoile du match du vestiaire. Hey, on est-tu bien quand les gars sont pas là? Sérieux? C'est plus calme. Là. On va se le dire. On a de la place pour jaser, toi puis moi. Là. C'est plus relax. Puis, by the way, juste de même, il reste des billets pour aller voir Boston puis Floride à Québec contre les Kings. Ben oui, c'est sûr. Parce que moi, tu le sais, je vais voir dans lescoulisses.com. Et il y a un article, puis j'ai regardé la map. Tu sais, la map de billets. Quand tu regardes le centre Vidéotron. Les billets moins chers sont vendus? D'après moi, c'est à peu près un tiers des billets qui sont vendus. Là, c'est les billets, c'est un tiers à peu près qui sont vendus. En arrière des buts, il n'y a personne. Puis en haut, on m'a dit le haut, là, il n'y a personne non plus. Donc, c'est côté en bas, il y a du bon. C'est à peu près un tiers. On est loin du match, là, mais il y a loin deux des matchs. On comprend pas tant. Donc, Jerry l'aubergiste, s'en vient, lui, c'est le cousin germain de Jerry Pizza. Mais on vient d'avoir le vestiaire avec, encore une fois, l'étoile du match. Écoute, les gars, c'était tellement trop fort pour les gars qu'on n'a même plus besoin de les inviter. Jerry était dans le vestiaire et là, on s'en va retrouver son cousin. Le vestiaire vous a été présenté par Frédéric Masson Rémax, un courtier immobilier pirate. Authentique et super impliqué pour ses clients depuis 20 ans. Avec son équipe, il est présent partout dans la région de Québec. Ses mises en marché font wow! Expérience, compétence, transparence, performance. Nous, on vend. FrédéricMasson.com 100% Jeff Filion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, on lance le week-end! Oui. Oui, j'ai soif. On lance le week-end avec quoi, mon ami Jerry l'aubergiste? On arrive à Paris, puis justement, on prend un TGV, on descend, on prend un char ou on descend. 4h30 de voiture, on s'en va dans le sud vers l'est. Donc, on s'en va dans une région. Ce coin-là de la France, il y a beaucoup de vino. Donc, on parle de la Bourgogne, qui est immense. C'est dans le sens que immense dans le sens que la quantité de stock qui sort de la Bourgogne, c'est tout à fait inimaginable. C'est millénaire comme place. Le Rhône, on parle de la Loire aussi, un peu plus au centre de la France, mais il y a une région dans le milieu. Dans le milieu de la Bourgogne, quand on regarde la carte, là, au milieu, tu as la Bourgogne d'un bord, le Rhône dans l'autre bord, la Loire. Et dans le milieu, il y a le Beaujolais. Oh boy, le Beaujolais. C'est quoi? C'est 40 km de long, le Beaujolais. C'est pas si grand que ça, le Beaujolais. Et 97% en rouge. Le Beaujolais, c'est une tache de vin rouge. Tout simplement, là, quand on regarde la carte, très, très, très rouge. Je dis 97%, mais je pense que c'est même un peu plus que ça. Mais qui dit Beaujolais dit Gamay. Gamay, c'est le cépage qui est unique, presque unique. Il y a du Gamay ici au Canada. Il y en a un petit peu aux États-Unis. Mais en général, quand on regarde le Gamay, c'est très, 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 très Beaujolais. L'affaire, c'est que l'époque du vin nouveau, qui est pas mal terminé. C'est sûr que si tu vas en Beaujolais pendant le vin nouveau, il y a des fêtes dans les villages, puis tout ça. Mais ce qui est... Le Beaujolais, a souffert. Pourtant, ils n'ont vendu en crève du vin. Mais le Beaujolais a souffert d'une genre de surproduction de vin. Parce que, oui, le monde tripait Beaujolais nouveau, mais a souffert... Là, c'est fini, là, la souffrance. Pourquoi? Parce que le monde... Dans leur tête, Beaujolais nouveau, c'était la même patente. Le monde, ils ont associé les deux choses. Beaujolais nouveau, là.
C'est-à-dire, c'est du vin flat là, que tu bois comme ça pour te saouler la gueule. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ça a duré, parce que la fête du Beaujolais nouveau, c'est quand même une fête assez récente. Ça a commencé dans les années 50 ou dans ce coin-là. Fait que, puis là, à travers le monde fêtait le Beaujolais nouveau. Mais ils ont été pognés dans une espèce de carcan. Et pour produire, il fallait faire de la surproduction. Si tu fais de la surproduction, le vin est moins bon. En général, pas juste le Beaujolais nouveau, les autres Beaujolais. Ils se sont débarrassés de ça. Les jeunes vignerons, les nouveaux vignerons, ils ont redoré l'image du Beaujolais depuis, mettez 10-15 ans, là, à peu près depuis ce temps-là, le Beaujolais est revenu. Et là, justement, il y a, faut le dire, il y a des grandes vedettes dans le Beaujolais, il y a des vignobles qui sont des mégastars, et il y a des appellations, si je peux dire, dans le Beaujolais, tout à fait extraordinaires. Parce que tu as de Beaujolais, ça dépend des secteurs. Tu as des Beaujolais qui vont te donner un vin correct, pour ce qu'on passe du Beaujolais à 14-15 piastres la bouteille. Tu veux dire, c'est du vin correct, mais tu as le super Beaujolais, les Saint-Amour, les Chénas, les Moulins à vent, les Fleuris, les Julienas et les Morgons. Mais c'est Morgon que je vous parle aujourd'hui. Donc, la petite comment dire, le petit spot, pas loin d'un petit village qui s'appelle Morgon, en fin de compte, c'est la quintessence du Gamay. Parce que le Gamay, dans le Saint-Amour, dans le Chénas, dans le Moulin à vent, c'est là les meilleures terres. C'est là c'est ça qu'il faut acheter quand on l'achète, justement, du Beaujolais. Et le Gamay va te donner, justement, la fleur, de la violette, de la fraise, de la framboise. Qui dit Gamay dit light body, tanin doux, un corps léger, sauf les Morgons. Les Morgons, ça fait 1000 ans que ça pousse du Gamay en Morgon. Ça fait quand même un bout. Là. Regarde. Il y a un Morgon à prix intéressant. Il s'appelle le Py. Le Py, P-Y. Le Py, c'est des vignerons de Bel-Air. Pas de Val-Bel-Air, mais de Bel-Air. Donc, les vignerons de Bel-Air, le Py. Quand même, James Sockling, le coté 90 points, c'est quand même très, 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 très bon. C'est une bouteille, aux alentours de 20, 23 $ ou à peu près. Mais là, vous allez goûter du Gamay extraordinaire. Là, c'est du Gamay, c'est justement ça, là, c'est du Gamay qui a un petit peu plus de torque. Donc, couleur violacée classique du Gamay, Jeff, mais plein de fleurs, avec des petites épices. Et t'es sur la fraise. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a une finale, une bonne finale. Donc, ça prouve que les Morgons, justement, ben, c'est comme des Gamay en tuxedo. C'est comme des Gamay pimpés un peu. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Ça là, c'est grillade de poulet. Grillade de poulet, vous avez trippé. T'es fait mariner et t'es fait sur le barbecue, ou comme tu veux, là. Mais des poitrines de poulet grillées, marinées, avec un Morgon. Vous allez complètement capoter. Climat de Py, c'est le nom. On peut l'appeler le Py, P-Y. Des vignerons de Bel-Air, 23 piastres. Je comprends, là. Tu dis, ouais, un Beaujolais à 23 piastres. Non, c'est pas un Beaujolais à 23 piastres. C'est un Morgon. C'est comme ça, il faut le voir. C'est un Morgon. C'est ces tables des grands restaurants, là. Est-ce qu'il y a du stock? Ben, le stock, il vient d'arriver, Jeff. Le stock, en ligne, je pense qu'il y a 150 bouteilles. Il est dans 146 SAQ, s'ils ne sont pas en grève. Mais je veux dire, on s'entend-tu? Il y a du stock. Le stock vient d'arriver. Si vous aimez ce style-là, parce que c'est un Gamay, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais vous allez goûter un Morgon tout à fait fantastique à bon prix. Le long, le Py. Ça lance le week-end officiellement, oui. Mon ami Jerry. On sort les poitrines de poulet. Yes, sir. Voilà. C'est fait pour aujourd'hui. Thank you à tout le monde. Beaucoup de monde aujourd'hui. Beaucoup de monde.
Thank you. Puis, regarde, bon week-end. Demain, on a beaucoup de stock également sur le live et aussi sur le Prime. Demain, c'est le Freestyle Friday pour les membres qui sont sur le Prime. Les autres, demain, gros show également sur le live pour la dernière de la semaine. On a un Jeff Fillion. Bon jeudi, bon lancement de week-end. See ya! Radio Pirate. Pirates Wanted.